Alors, bonjour à tous. L'Institut TTI.5 est ravi de vous accueillir pour la 15e séance de son webinaire qui aujourd'hui est consacré à la matérialité des infrastructures numériques. Et nous allons aborder cette question de la matérialité à travers les enjeux liés au centre de données, à la question de l'intelligence artificielle et des supercalculateurs. Et pour cela, nous allons écouter trois intervenants qui vont aborder sous des prismes différents des domaines scientifiques desquels ils sont issus, ces enjeux avec deux invités qui sont chercheurs à l'École des mines de Paris et une invitée extérieure qui est chercheur à l'IRISA. Je présenterai au fur et à mesure de leurs interventions, mais le premier sera sociologue, le second est informaticien et la troisième est également informaticienne et spécialiste des questions d'efficacité énergétique et d'environnement dans le cadre de ces enjeux liés au déploiement de ces technologies et de ces infrastructures. Donc sans attendre, alors je vous rappelle juste la règle du jeu. Donc il y a des exposés qui durent une vingtaine de minutes, puis un temps de 5 à 10 minutes de questions avec chaque intervenant. Et ensuite, nous consacrons la dernière demi-heure à une discussion croisée entre les trois intervenants et répondant à l'ensemble des questions que vous aurez pour eux. Donc, sans attendre, je vais laisser la parole à Clément Marquet, qui est donc chercheur chargé de recherche au Centre de sociologie de l'innovation. Et ses recherches se concentrent sur la matérialité du système technique numérique. Il mobilise pour cela des méthodes, des théories issues des études sociales, des sciences et des techniques. Et il va s'intéresser d'une part aux tensions politiques, sociales et environnementales provoquées par le déploiement des infrastructures du numérique, et d'autre part aux enjeux politiques et marchands des méthodologies employées dans la mesure de l'empreinte environnementale du numérique. Et donc aujourd'hui, son titre D'invisible à stratégique, quelle politique d'aménagement pour les centres de données va nous permettre d'aborder un des points de vue sur lesquels il travaille. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et pour l'introduction, Nadia. Donc en effet, je suis sociologue et je vais parler principalement des enjeux politiques de l'aménagement et moins des chiffres des conséquences environnementales des centres de données. Donc moi, ça fait une dizaine d'années depuis ma thèse commencée en 2015 que je travaille sur les centres de données. Et donc, dans cette présentation, je vais essayer de revenir sur à la fois les enjeux assez locaux et la construction des politiques publiques à leur égard. Donc, en 20 minutes, je me suis rendu compte que ça va être assez dense. J'espère que je vais tenir le temps sans trop vous écraser. Donc, je ne vais pas introduire beaucoup plus longuement tout ça. Juste quelques chiffres en passant très vite. Alors, comme Nadia l'a dit, je me suis intéressé également à la façon dont les chiffres sont construits. Donc, j'ai beaucoup de mal à balancer des chiffres. Donc, je sais que mes collègues vont vous revenir plus dans le détail là-dessus après. Mais en gros, on a un rapport de l'IAE qui est publié en 2025 qui s'appelle AI and Energy ou Energy and AI et qui indique que les centres de données et les centres de calcul représentent 415 TWh en 2024, soit 1,5% de la consommation d'électricité mondiale. Donc on peut se dire que ce n'est pas non plus monstrueux, mais les enjeux et le sujet qui travaillent de nombreuses personnes aujourd'hui, c'est que la demande pourrait doubler d'ici 2030. Donc c'est la trajectoire en fait de croissance qui est relativement rapide des centres de données et qui vient s'intensifier encore plus avec les investissements massifs dont on entend régulièrement parler. Donc je reviens pas là-dessus parce que j'ai l'impression que toutes les semaines, on entend parler de nouveaux investissements dans des data centers dans le monde et en France, particulièrement en ce moment avec
le sommet Choose France pour donc accueillir des investissements nationaux et étrangers. Et donc, voilà, beaucoup de projets en préparation. Et il y a des enjeux pour la France, notamment en termes de scientifiques ou de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de consolidation des chiffres. En fait, simplement, quand on prend les derniers rapports de l'ADEME, de RTE, du Shift Project, on voit qu'il y a une difficulté simplement à estimer la consommation exacte du nombre de centres de données parce que on ne sait pas forcément bien les dénombrer. Et du coup, il y a encore plus de difficultés à traduire cela dans une estimation de la trajectoire que va connaître ce secteur dans les prochaines années. Et ce que pointe le Shift Project, notamment dans son dernier rapport de 2025, donc c'est un think tank qui travaille à la décarbonation, on va dire, et à la production de connaissances en vue de la décarbonation des différents secteurs d'activité en France, c'est que cette augmentation de la présence des data centers dans le monde, et en France en particulier, n'a pas été anticipée dans les politiques climatiques, dans les politiques énergétiques, et donc que ça soulève tout un ensemble de problématiques de réactualisation des estimations et des investissements, et puis de la construction d'instruments de gouvernement qui visent à la fois à mieux connaître les data centers, et moi je rajouterais également à mieux aménager ou à mieux penser l'aménagement du territoire avec les centres de données. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, parce que ça pose des problèmes d'organisation de l'espace, alors pas seulement en raison du nombre de mètres carrés qu'ils occupent, mais également en raison de leur consommation d'énergie, donc des infrastructures électriques dont ils ont besoin pour fonctionner, et quelque part de l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par leur installation. Pour cela, je vais revenir sur 3 études de cas. La première, c'est au nord de Paris, à Plaine Commune, donc notamment à Aubervilliers, Saint-Denis et La Courneuve, qui a été le cas que j'ai étudié pendant ma thèse. Ensuite, on s'intéressera à ce qui s'est passé à Marseille entre 2018 et 2025, ce que j'ai plus étudié dans un postdoc. Et puis aujourd'hui, dans quelques jours, va se clore une concertation sur un grand projet qui a lieu à Fouju. Donc là, on ne parlera pas de data centers existants, mais de data centers dédiés à l'IA en projet, donc en Seine-et-Marne, et une concertation qui est donc une première nationale, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on met en démocratie un projet de data center et qui soulève tout un ensemble d'enjeux pour justement penser comment on aménage et comment on fait de la démocratie avec ces objets. Alors avant de rentrer dans ces 3 cas, qu'est-ce qu'un centre de données? Histoire de poser des bases, alors un peu caricaturales par rapport à l'organisation de ces marchés, on peut dire qu'il y a 3 types d'opérateurs, des opérateurs privés. Donc, ça va être lorsqu'une entreprise a ses infrastructures numériques pour son propre usage, sa propre organisation. Donc, quelque part, ce n'est pas un bien, ce n'est pas une marchandise, c'est juste sa façon de faire tourner ses activités. Et puis, on a 2 autres types d'acteurs qui sont importants. Les acteurs du cloud que vous connaissez a priori, donc Amazon, Microsoft, Google, et bien d'autres qui donc, eux, vont avoir leurs propres infrastructures. Et donc oui, vous avez des photos de data center un peu tout le long pour montrer la diversité des formes que ça peut prendre, puisqu'on ne les reconnaît pas forcément. Donc celui-là, il est dans le centre de Paris, boulevard Voltaire. Donc des data centers de cloud, donc ça veut dire que les opérateurs vont vendre des services informatique, éventuellement de la puissance de calcul maintenant quand on parle d'IA, et ils vont opérer leur propre data center. Ça veut dire qu'ils vont avoir leurs employés qui travaillent sur leurs ordinateurs et personne d'autre n'a le droit d'entrer dans leur data center. Globalement, ces data center cloud, ils sont très grands. On parle de data center hyperscale, et on a tendance du coup à les mettre dans des zones plutôt rurales, assez éloignés donc des foyers de population. Et puis, il y a un autre type d'acteur qui est moins connu du grand public, qui est un acteur plus qu'on appelle B2B, destiné son marché, c'est les organisations. Et donc, c'est les opérateurs qu'on dit de colocation neutre. Opérateurs de colocation parce qu'en fait, ils vont construire l'infrastructure autour qui permet d'accueillir les serveurs. Donc, ça veut dire qu'ils vont assurer l'alimentation électrique des serveurs, leur refroidissement, leur sécurité et leur interconnexion à tout un ensemble de réseaux de télécommunications. Et c'est notamment pour ça qu'on dit qu'ils sont neutres, parce qu'ils ne vont pas être dépendants d'un seul opérateur de télécommunications, mais ils vont chercher à construire des hubs
de télécommunications. Donc, ils peuvent avoir 190, 200, 250 opérateurs de télécommunications qui viennent se raccorder dans leur salle de serveur et offrir du coup à leurs clients une large variété de choix pour diffuser et recevoir des données à travers le monde. Ces opérateurs-là, globalement, ils vont être installés beaucoup plus autour des grandes métropoles, là où il y a les hubs de connectivité. Donc, en Europe, ça va être Londres, Francfort, Amsterdam, Paris notamment, et Dublin également, mais Dublin a une situation un peu particulière. Et comment dire, leur activité connaît des transformations avec l'intelligence artificielle, puisque maintenant, ils offrent aussi de l'hébergement pour des clients qui viendraient mettre des serveurs ou des GPU destinés à l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'électricité pour alimenter leur centre de calcul ou leur data center de colocation. Et ils vont avoir une tendance à s'éloigner, on va dire, des cœurs métropolitains et à se rapprocher de postes de distribution d'électricité à très haute tension. Et donc, ça tend à ruraliser, on va dire, leur distribution spatiale. Alors, pour passer dans mes cas, donc premier cas, pleine commune, donc nord de Paris. On est à la fin des années 90. Le web est en train d'exploser. Il y a la bulle .com qui occasionne pas mal d'investissements en infrastructure. Les opérateurs cherchent donc des endroits où mettre ces infrastructures et vont identifier, alors on parle ici principalement d'opérateurs de colocation, vont identifier la plaine Saint-Denis que vous voyez donc, au centre de la carte, entre Saint-Denis et Aubervilliers, comme un espace assez intéressant pour développer des data centers. Et cet espace est intéressant parce qu'il a des grands fonciers peu chers, hérités de la désindustrialisation qui remonte aux années 60-70. En fait, c'est là où il y avait le cœur de l'industrie française du 19e siècle. Il y a aussi, du coup, d'importantes capacités électriques. Puisque l'industrie étant partie, les postes sources, les postes de distribution d'électricité sont laissés quelque part vacants. Donc, on peut se brancher facilement et avoir facilement beaucoup de puissance. Enfin, ça reste des puissances assez modérées à l'époque, mais pas mal de puissance par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, sans négocier avec Enedis. Et puis, on a aussi des dorsales de l'Internet qui partent de Paris et qui vont vers Francfort, Londres et Amsterdam, en passant soit par l'autoroute, soit par les voies de chemin de fer, ce qui donc leur assure une très bonne connectivité. Alors, sur cette carte, vous voyez un certain nombre de projets qui sont rouges, enfin de data centers qui sont en rouge, d'autres qui sont orange, vert et orange foncé, on va dire. Alors, ces différentes couleurs en fait correspondent à la vie de ces projets, c'est-à-dire que les centres de données en rouge, c'est ceux qui ont existé sans trop de problèmes, on va dire. Le centre de données orange a été un projet de centre de données abandonné, puisque le territoire n'avait plus assez de capacité électrique pour pouvoir construire des nouveaux centres de données et alimenter des nouveaux centres de données. Je vais revenir là-dessus dans un instant, mais du coup, le projet n'a pas pu avoir lieu. Et les deux projets qui sont donc au nord-est, vert et orange foncé, sont deux projets qui sont relativement importants parce qu'on voit qu'ils sont éloignés de la zone classique qui est plus industrielle d'installation des centres de données, et ils vont donner lieu à des oppositions relativement importantes. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'époque, quand ces infrastructures se développent, on est donc sur des puissances qui vont, donc la puissance et la capacité électrique destinée au data center, ce n'est pas forcément l'électricité consommée, mais c'est, on va dire, ce qui est réservé auprès du poste source, ce qui peut utiliser s'il fonctionne au maximum de ses capacités. Et donc, on a des puissances qui sont relativement modestes dans les premières années. Alors, 4, c'est vraiment très petit, mais entre 10 et 30 mégawatts. Et puis, on a des sauts d'échelle dans les besoins à partir de 2011, avec 64 mégawatts projetés à La Courneuve, 60 mégawatts dans le projet qui a été abandonné, et puis 130 mégawatts pour un projet qui a lieu bien plus tard. Donc, c'est l'hexagone orange qui est au nord de Paris. Et donc, en gros, ce qui a provoqué des tensions de façon importante localement, c'est que la concentration de ces data centers et leur augmentation en puissance ont causé un déficit de capacité électrique sur le territoire, donc plus de possibilité de construire des nouveaux centres, ce qui a amené à une forme de médiatisation du sujet, avec, vous voyez un article de la Tribune en 2011
sur la pénurie d'énergie menace les data centers. Et cette médiatisation a attiré l'attention de riverains qui étaient en face d'un projet de data center et qui se sont interrogés sur les raisons de la présence de tous ces data centers et leur rôle ou leurs conséquences pour la plaine Saint-Denis. Et ça a provoqué des mobilisations, on va dire les premières mobilisations en France contre un projet de data center, un procès contre ce projet qui a occasionné sa suspension d'exploitation de façon temporaire, donc pas mal de remous politiques. Et au cours de tous ces débats, en fait, on s'est rendu compte non seulement que les élus avaient une connaissance relativement faible de ce qu'était qu'un centre de données, donc ça avait des ressources fiscales importantes, donc ils acceptaient ces projets, mais sans vraiment réfléchir à leurs conséquences pour le territoire. Enedis, quelque part, regardait sans y prêter trop attention non plus l'ensemble de ces projets, ce qui a conduit à cette situation de saturation, c'est-à-dire en gros à une difficulté et probablement à un manque de communication entre les opérateurs électriques et les élus sur la politique d'aménagement du territoire, en fait. Et, et du coup, à cette situation de tension politique assez forte qui, aboutissant sur une situation de pénurie d'énergie, en fait, n'a pas, quelque part, connu de vraies suites, puisqu'on n'a pas tiré le bilan en fait, de cette expérience. Donc, à la fin des bagarres autour de l'aménagement de pleines communes avec les centres de données, on n'a pas d'instrument de gouvernement qui a été construit localement, puisqu'on s'est dit, en gros, les élus se sont disputés hein, sur ce sujet, il y a eu de nombreux débats, mais comme il n'y avait plus d'électricité disponible, on n'a pas cherché à réguler, à contraindre ou à réfléchir aux enjeux de l'implantation. Par contre, il y a une production d'expertise environnementale locale qui alimentera par la suite de nombreuses expertises françaises, notamment menées par l'ADEME. Et ce qu'on remarque surtout, c'est le changement d'échelle des projets. Et ça a une signification qui est importante parce que lorsqu'on passe au-dessus de 40 MW de capacité électrique pour un projet de data center, on change d'opérateur, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par Enedis, mais on passe par RTE. Alors, tous les noms des acteurs ont changé. À l'époque, Digital Realty, c'était Interaction, RTE, c'était ERDF, mais pour simplifier, j'utilise les noms de ces acteurs, des acteurs aujourd'hui. Donc, RTE, quelque part, découvre les centres de données à cette période-là, au sens où on lui fait des demandes de très forte puissance. Et RTE commence à apprendre à alimenter et discuter avec ses opérateurs au début des années, on va dire 2010, faisant face à une industrie qui ne connaît pas du tout. Et suite à cette situation de pénurie d'énergie, de capacité électrique au nord de Paris, on a un déplacement des opérateurs de data center vers ce qu'on appelle la couronne des 400 000 volts en Île-de-France. Donc en gros, on a une relocalisation des opérateurs sur d'autres espaces géographiques, mais plutôt en Île-de-France. Ensuite, à partir de 2014, commencent à se développer les centres de données à Marseille. Donc là, ce que vous voyez, c'est une photo du grand port maritime de Marseille avec 3 data centers. Hein. Donc, c'est des grands hangars et puis il y a un bunker réaménagé qui s'appelle Marta, qui a été construit par les nazis en 1942. Donc, c'est des investissements qui sont à plusieurs centaines de millions d'euros hein, pour construire tout ça. Et donc, Marseille commence à se développer à partir de 2014 et puis surtout 2018. Alors, on voit que ce pas des puissances qui sont relativement importantes par rapport à ce dont je parlais avant. On parle de 20 mégawatts, même s'il y a une certaine concentration quand même des projets qui sont globalement sur le grand port maritime de Marseille, quasiment 80 mégawatts sur le grand port maritime de Marseille. Et cette localisation des des centres de données à Marseille, qui est liée à la présence des câbles sous-marins de télécommunications qui interconnectent l'Europe avec l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, va occasionner tout un ensemble de problèmes qui sont aussi assez symptomatiques des enjeux d'aménagement que peuvent provoquer les centres de données, puisqu'ils ont une tendance à identifier des espaces territoriaux intéressants pour leur marché, et puis ensuite à s'implanter relativement rapidement pour quelque part exclure la concurrence en réservant de l'électricité et en générant éventuellement des conflits d'usage. Et c'est ce qui s'est passé, à Marseille, où la multiplication de ces centres de données quelque part sur une petite portion de territoire a conduit à saturation. La capacité des quelques postes sources qui sont situés à Marseille, qui est une zone quand même très contrainte pour l'alimentation électrique, hein, en raison à la fois de la structure du réseau de RTE et puis également du paysage géographique de Marseille, de la topologie. Marseille est entourée par des montagnes.
et la mer de l'autre côté. Donc, ce n'est pas évident d'acheminer de la très haute tension jusque Marseille. Et donc, cette multiplication des centres de données a occasionné des conflits d'usage, notamment avec l'électrification à quai des activités navales. Et en raison de ces... Donc, en gros, pour électrifier les activités navales, on a besoin d'importantes capacités électriques, globalement à peu près des mêmes ordres de grandeur que celles qui ont été réservées par les opérateurs de centres de données. Et cette électrification doit éviter que, lorsqu'ils sont à quai, les bateaux tournent sur des fuels qui sont globalement très polluants, fort émetteurs en particules, qui polluent affectent la santé des quartiers nord lorsque le vent souffle dans la mauvaise direction. Et donc, face à cette situation, et alors que les centres de données commençaient à sortir du grand port maritime pour chercher, prospecter sur du terrain à Marseille, les élus, et notamment les élus écologistes, ont demandé des moratoires. Alors, c'est plutôt des coups de menton, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité politique d'instaurer un moratoire, mais ils appelaient à une prise en compte des enjeux d'aménagement liés au data center et noter notamment l'absence d'outils qu'ils ont pour réussir à négocier efficacement avec les opérateurs. En gros, le manque de pouvoir qu'ils ont, l'opérateur trouve un site et à partir de là, les élus ne peuvent plus faire grand-chose une fois que l'opérateur loue le site auprès d'un promoteur immobilier, par exemple. Et il y avait des projections relativement importantes des besoins en data center sur Marseille. On parlait de 1000 mégawatts de prospection par les opérateurs, alors que Marseille, alors il y a des débats sur est-ce que c'est 600 mégawatts ou on parle de 1000 mégawatts également en hiver, la capacité dont a besoin Marseille pour ses usages. Mais donc, un besoin important en électricité par la prospection des data centers et une ville qui refuse d'être le territoire de servant de Paris en interrogeant à quoi sert d'avoir des centres de données sur son territoire. Et cette situation a conduit à des mobilisations relativement importantes, hein. Donc là, c'est une mobilisation qui faisait un tour aussi pour rendre visible et questionner la présence des centres de données en 2024, et qui ont connu quelque part une structuration des contestations par rapport à ce qui pouvait avoir lieu à pleine commune, dans laquelle les militants, les riverains, les élus vont s'associer pour questionner la présence des data centers, interpeller les pouvoirs publics, notamment à propos des conflits d'usage qu'il y a entre l'électrification et la transition. Parce que plus assez d'électricité pour l'électrification à quai des ferries, mais ça pose aussi plein de questions sur, du coup, décarboner la mobilité à Marseille, les transports en commun, etc. Cette situation à Marseille, elle a produit une nouvelle organisation, quelque part, des pouvoirs publics à l'échelle régionale, avec un argument sur l'importance de la souveraineté numérique, du soutien de l'État auprès des data centers. Et la préfecture a mis tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les opérateurs, une partie des élus, les acteurs de l'énergie, etc., pour essayer de redéfinir la politique d'aménagement de ces infrastructures. Et donc, localement, on a cherché à comprendre comment on allait développer plus de data centers en PACA. Et donc, ça a conduit notamment à construire un schéma électrique de la zone. Alors là, vous n'avez pas toute la géographie, mais je n'ai pas trouvé de carte et je n'ai pas eu le temps d'en produire qui permettrait de tout mettre ensemble. Mais en gros, Septem, c'est le poste de distribution qui va alimenter principalement Marseille. Et le but, c'est d'amener les data centers plus au nord, à plan de campagne, pour faire une sorte de zone de mutualisation de l'implantation des centres de données. Mais ça pose tout un ensemble de sujets parce que, vous voyez, tout ça, c'est dépendant d'un poste source qui s'appelle Realtor, qui est dépendant d'un autre poste source qui est à Tavel et qui doit aussi participer à la décarbonation des activités de fosse sur mer, donc tout un ensemble d'activités industrielles qui sont très consommatrices d'électricité, avec des projets aussi de production d'hydrogène, etc. Et donc aujourd'hui, il y a une tension qui se déplace aussi sur les lignes à très haute tension qui sont en train d'être construites vers Tavel et ce à quoi elles vont servir. Est-ce qu'elles vont servir à décarboner l'industrie, à faire les data centers? Est-ce qu'on pourra faire les deux? Donc le débat se déporte en fait sur l'organisation du réseau électrique. Et cette situation à Marseille, elle a été importante pour RTE, qui a notamment construit une expertise autour de 3 enjeux, notamment la connaissance de la courbe de charge des data centers, qui est relativement complexe parce que les opérateurs refusent de la partager, la question de la construction de zones de mutualisation, donc comment on arrive à mettre ce data center de façon coordonnée au même endroit sans avoir un développement anarchique, et puis le problème des centres de données fantômes, qui est très lié à la vague de l'IA qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'en fait, on a un ensemble d'opérateurs et de promoteurs d'immobilier qui font des demandes auprès de RTE de grandes capacités électriques. On parle de plus de 100 mégawatts maintenant.
Mais ça ne veut pas du tout dire que les projets vont se faire derrière, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour ensuite construire ou même réserver, bloquer cette électricité. Et donc, ça crée énormément de bruit en fait dans les projections que RTE peut faire à propos du développement de son réseau, puisqu'il voit les demandes qui se multiplient. Si ces demandes aboutissent, RTE a pour obligation légale, c'est un opérateur public, de faire en sorte que l'électricité arrive jusqu'au projet. Et donc, comment on organise un réseau lorsque la spéculation fait que les demandes se multiplient et comment on arrive à sonder quelque part la solidité des projets auxquels on fait face. C'est ce que fait RTE depuis 2-3 ans. Enfin, c'est un des défis auxquels fait face RTE depuis 2-3 ans pour réussir à construire justement l'aménagement du réseau dans les années à venir. Je passe sur les intermèdes parce que je suis déjà à 22 minutes. Dernier projet, Campus IA. Pourquoi j'ai décidé de vous parler également de ce projet? Bon, déjà parce que jusqu'ici, en fait, je parlais de data center, je ne parlais pas d'IA, ce n'était pas des centres de calcul, tout ça. Et les centres de calcul viennent remettre une couche, on en parlait, sur les besoins en électricité et la spéculation en infrastructure aujourd'hui. Campus IA, c'est une joint venture qui a un actionnaire émirati, GMX, Nvidia qui fait des GPU, Mistral AI qui est donc notre startup licorne de l'intelligence artificielle, et puis la Banque publique d'investissement. Donc c'est un projet qui est promu au nom de la souveraineté industrielle, qui a été annoncé en mai 2025, qui a trouvé un site à Fouju, en Seine-et-Marne, en concertation avec RTE. Et donc on est sur des sommes d'investissement et des besoins en électricité qui sont incommensurables avec ceux dont j'ai parlé jusqu'ici, puisqu'on parle de 70 hectares, 8 à 50 milliards d'euros, 1,4 gigawatts, 12 data centers. Donc c'est extrêmement massif. Le but, c'est que ça ait l'électricité le plus vite possible, que ça puisse commencer en 2028. Donc, c'est pour ça qu'on parle de fast track, parce que l'accès à l'électricité est un défi pour les investissements massifs sur l'IA aujourd'hui. Et ça a demandé tout un ensemble de mise en cohérence des schémas directeurs d'aménagement régional, simplement pour définir que le site corresponde bien, la définition, la catégorie du site corresponde bien à la nature des projets qu'on veut mettre dessus. Et c'est un enjeu assez important parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'est un data center. Est-ce que c'est de l'industrie? Est-ce que c'est de l'entrepôt? Ça fait 10 ans en fait qu'il y a des enjeux de débat sur ces catégories. Ça affecte à la fois la fiscalité à laquelle ils sont soumis, le type de terrain, de foncier sur lequel ils peuvent s'installer, mais ça affecte aussi les procédures démocratiques qui les concernent. Parce qu'un projet comme ça, donc qui est défini du coup comme de l'entrepôt, eh bien, il va faire une concertation volontaire, parce qu'en gros, il y a un gros enjeu d'acceptabilité sociale des data centers. Donc, il va faire une concertation volontaire qui a eu lieu qui a commencé le 12 octobre et qui termine le 23 novembre. Donc, un mois pour discuter donc d'un projet qui s'étale sur 10 ans, qui va avoir 1,4 gigawatt, donc c'est la puissance d'une centrale nucléaire qui arrive sur un seul point, et qui est répartie ensuite sur 12 data centers. Donc, on voit que c'est une concertation qui est extrêmement courte. Si on avait considéré que cette activité était une activité industrielle, donc en termes de qualification dans le code de l'environnement, eh bien, un tel site aurait été obligé de mettre en œuvre une concertation avec la CNDP, parce que, en gros, c'est à partir de 600 millions d'euros d'investissement, un établissement industriel doit faire une concertation avec la CNDP, donc la Commission nationale des débats publics. Donc là, je rappelle, on est entre 8 et 50 milliards, donc on est largement au-dessus des 600 millions d'euros. Et cette concertation, elle est beaucoup plus importante. Elle dure 2 à 4 mois. Elle a beaucoup plus de parties prenantes et de moyens qui sont impliqués. Et donc, ce n'est pas exactement le même débat public. Et donc, ça m'amène à ma conclusion. En gros, c'est qu'aujourd'hui, on a des politiques d'attractivité qui sont conçues avec une pensée de l'aménagement qui est relativement faible. En gros, le seul acteur dans l'écosystème qui a une pensée d'aménagement structurée pour les data centers et qui est très, très récente, c'est RTE, qui l'a construite sur les, on va dire, 5-6 dernières années en négociation avec les acteurs privés. Donc, RTE commence à avoir une vision quand même relativement fine de ce que c'est qu'un data center, mais le reste des acteurs publics fonctionne quand même plutôt à l'aveugle. Donc, on a des instruments de gouvernement qui sont encore en chantier. Et vu la taille des projets auxquels on fait face aujourd'hui, on a des enjeux de démocratie qui sont importants et non traités. Une dernière chose avant de laisser la parole. Ces enjeux de démocratie, il faut voir que la taille des projets joue un rôle majeur dans cette dynamique-là. Aux États-Unis, depuis la vague de l'IA, donc 2022, les projets ont donc explosé. Ils sont bien plus grands que ce qui se fait en France. Enfin, c'est plutôt de l'ordre de 1 gigawatt, comme
Et les oppositions liées au data center se sont multipliées aussi, si bien qu'il y a quelques mois, une organisation qui s'appelle Data Center Watch indiquait qu'il y a 64 milliards de dollars d'investissements en data center qui sont soit suspendus, soit abandonnés en raison des oppositions locales au développement de ces infrastructures. Et c'est des oppositions qui sont non partisanes, c'est-à-dire que ce n'est pas les républicains ou les démocrates. C'est globalement, localement, les inquiétudes liées à l'arrivée de ces projets qui sont les causes de blocage. Je pourrais revenir là-dessus lors des questions et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Clément, c'était tout à fait passionnant. Donc je vais te relayer déjà quelques questions. Je ne vais pas les prendre forcément dans l'ordre. La première que je te relais, c'est celle d'Arnaud Garnier qui demande ce que sont les régions de France qui seraient le plus propices à l'implantation de data centers et avec quels critères? Alors, si on regarde la façon dont RTE, donc il y a eu deux initiatives, on va dire conjointes, parce que je pense que les acteurs ont échangé. Donc, d'un côté, RTE qui fait des zones de mutualisation par rapport à l'organisation de son réseau et qui cherche du coup à organiser un peu le développement des centres de données, ce qui n'est pas forcément facile parce que les opérateurs vont argumenter sur le fait que eux, leur facteur différenciant quand ils font de la colocation, c'est parfois le site qu'ils vont trouver. Et donc, ils ne veulent pas forcément être tous mis au même endroit en disant bah, sinon, on vend tous la même chose et il n'y a plus de raison d'aller chez moi par rapport à chez l'autre. Donc, le projet de mutualisation de RTE, il est discuté par les acteurs économiques sur ses limites. Mais donc, si on regarde les cartes de RTE, la zone PACA, c'est une zone qui ne leur plaît pas trop. Parce que c'est très compliqué d'amener de l'électricité, mais en raison des enjeux, on va dire, plus géopolitiques, du positionnement de Marseille dans l'écosystème numérique international, on cherche quand même à amener de l'électricité. Et sinon, les zones les plus identifiées, donc c'est l'Île-de-France, pour des raisons historiques et parce qu'il y a encore de la capacité électrique, il y a cette fameuse couronne des 400 000 volts. Le nord de la France, qui est intéressant aussi pour les opérateurs de data center parce qu'on est sur les dorsales de l'Internet et on est à proximité avec tout un ensemble de marchés. Et puis, quand on parle de faire comment dire, de l'IA en apprentissage, donc c'est des activités qui demandent, on va dire, moins de connectivité. On a plus l'Est de la France, je sais qu'il y a des choses qui se passent du côté de Mulhouse, ou alors le côté Normandie, on va dire, pas Bretagne, mais proche Paris, avec un projet de Google à Châteauroux notamment. Donc voilà, donc on est plutôt sur on va dire la partie nord de la France et principalement Île-de-France Nord en termes Et donc là, de région. si on prend le point de vue des territoires, tu as commencé un peu à y répondre, mais ça c'est une question de Benjamin Boffice. Quel serait l'intérêt d'un territoire pour accueillir des data centers? Alors c'est une question qui est assez complexe parce que les opérateurs historiquement arrivent en vendant soit le fait que ça va attirer des entreprises liées à l'écosystème numérique, ce qui se vérifie relativement peu, ou en disant que ça va créer des emplois, ce qui est quand même souvent assez décevant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois sur la phase chantier, beaucoup d'expertise sur la phase chantier aussi. Et puis ensuite, il y a moins de besoins d'emplois localisés pour faire tourner le data center. Donc, lorsqu'on est dans une politique de mutualisation ou lorsqu'on fait un cluster de data center avec beaucoup de data centers au même endroit, ça peut permettre de structurer des filières de maintenance qui vont être relativement dépendantes de ce cluster, mais qui vont du coup avoir un emploi qui est quand même un peu plus stabilisé que si on fait des petits data centers éparses dans une politique qui viserait à comment dire, disperser les centres de données partout en France. Ensuite, souvent, ensuite, il y a deux sujets un peu différents. Alors, le premier, c'est qu'est-ce qu'on mettrait à la place, notamment sur des sites qui seraient destinés à des activités type plateforme logistique ou industrie. Et donc là, les collectivités, finalement, considèrent qu'un data center, c'est un moindre mal par rapport à une plateforme logistique qui générerait énormément de trafic de semi-remorques. C'est le cas à Fuju, notamment, parce que le débat à la base, c'était de mettre plutôt des activités logistiques. Et enfin, il y a des retombées fiscales qui sont quand même très importantes pour les collectivités. Donc, c'est finalement le fin mot de l'histoire. Il est souvent par les retombées fiscales et la capacité, comme c'est des acteurs qui ont énormément de capacité d'investissement, bien ils peuvent financer, on va dire, de ce qu'on appelle du capitalisme de firme urbaine, financer un rond-point, financer une association locale. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de petits investissements qui vont autour et qui participent à construire l'acceptation de ces infrastructures. Alors après, on a des questions plus sur en fait les notions de consommation et les impacts. Donc une première question,
te demande, est-ce que tu sais quelle est sur la consommation d'électricité la part qui est produite à partir d'énergies renouvelables pour les data centers? Parce qu'il y a souvent cet argument qu'ils vont s'alimenter en électricité verte. Oui, alors bon là, j'ai pas les détails, je pense que Anne-Cécile va revenir largement là-dessus. Mais disons que pour la France, l'argument qui est mis en avant par les pouvoirs publics, c'est deux choses. Une part, qu'il y a 92 ou 94% du mix énergétique français qui est faiblement carboné par le nucléaire. Et puis qu'on a été exportateur d'électricité de, je crois, 86 TWh ou 90 TWh l'an dernier. Donc en gros, on a une électricité qui serait relativement abondante et donc il faut trouver des débouchés qui favorisent l'économie nationale, on va dire. Après, quand on est dans le monde, il y a deux sujets un peu différents. Il y a à la fois l'investissement des acteurs dans les certificats d'énergie verte. Alors, je ne sais pas quelle part ça représente. Et puis, leur consommation d'énergie carbonée actuelle pour justement suivre la montée en charge des data centers. Et ça se fait principalement par des investissements massifs aux États-Unis dans des centrales à gaz naturel. Donc, on est plutôt sur une recarbonation de l'industrie que sur, enfin, ou en tout cas, le côté décarboné ou énergie verte, c'est du papier, quoi. C'est un marché, c'est market base. Et si on est location base, donc on regarde ce qui se passe vraiment, c'est plutôt une recarbonation. Et est-ce que tu as des éléments en termes d'augmentation de la consommation électrique induite et par rebond de l'intensité énergétique à l'échelle France ou à l'échelle plus globale en Europe? Non, je n'oserais pas m'aventurer là-dedans. Peut-être que Anne-Cécile D'accord. pourra dire des choses, mais Alors, la dernière question que je te remonte, et les demandes de documentation te seront adressées directement ensuite, c'est les externalités en termes de consommation d'eau dont tu n'as pas parlé. Est-ce que tu as quelques éléments là-dessus? oui, alors l'os, bon, c'est un énorme sujet euh, qui est, que j'aborde pas parce que c'est long tout de suite. Donc, en gros, les scandales liés enfin, les scandales, les phénomènes médiatiques liés à la consommation d'eau, c'est principalement aux États-Unis, en Irlande et à Amsterdam. C'est lié à des systèmes de refroidissement qui sont adiabatiques, donc ça veut dire qu'en gros, on va pulvériser des fines gouttelettes d'eau, enfin, on va faire passer l'air qui revient des salles de serveur, l'air chaud, à travers de fines gouttelettes d'eau, de sorte à ce qu'ils se refroidissent et qui reviennent ensuite refroidir les serveurs. Euh, et donc, ces systèmes, ils ont été globalement peu mis en place en France. Alors pour des raisons qui ne sont pas très claires pour moi, est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est des questions du coût de l'électricité, du coût de l'eau? Enfin, mais en gros, bon, c'est un phénomène qu'on connaît quand même davantage à l'étranger, avec des choses qui peuvent sembler aberrantes, du genre les data centers qui sont situés dans des déserts en Arizona, qui fonctionnent sur des systèmes adiabatiques et qui donc consomment énormément d'eau dans un espace soumis à un stress hydrique, et qui quelque part avait une bonne raison de faire ça si on prend juste le point de vue infrastructurel, c'est que de l'air très chaud et très sec, bah, ça optimise encore mieux le fonctionnement du système adiabatique pour refroidir les serveurs, ce qui fonctionne vachement moins si on est dans un endroit plus froid et humide. Donc en France, on a essentiellement des systèmes qui sont mixtes entre ce qu'on appelle du free cooling, on utilise l'air extérieur pour refroidir les serveurs, des climatisations normales, parfois de l'eau, mais sur des boucles soit liées avec des nappes phréatiques et des systèmes de ce qu'on appelle des boucles fermées. Donc on a deux réseaux, un réseau qui pompe la nappe phréatique et qui ramène l'eau un peu réchauffée à la nappe, et un réseau interne qui du coup, on parle de prélèvement d'eau, mais pas de consommation au sens où l'eau n'est pas sortie de son cycle naturel. Elle reste enfermée dans le data center. Donc il faudra voir comment ça évolue avec l'IA, mais parce qu'en gros, un des gros enjeux des GPU, c'est que c'est difficile de les refroidir avec de l'air, parce que la densité électrique par mètre carré du data center est tellement importante que l'air ne suffit plus, c'est ce qui se dit. Donc il y a plein d'autres technologies qui sont mises en place pour essayer de pallier ça, qui reposent souvent sur de l'utilisation de liquides. Ça peut être de l'eau ou ça peut être des liquides traités. Enfin, mais souvent, c'est aussi développé en boucle fermée. Donc tout ça, c'est en expérimentation. Je ne sais pas si on a beaucoup de retours en fait sur la consommation de ces systèmes-là, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est la principale image négative aujourd'hui des centres de données, et que dès qu'ils cherchent à construire un projet, par exemple à Fuju, le premier truc que vont dire les élus, c'est pas touche à la nappe phréatique, il faut trouver une autre solution. Et donc Campus IA, le porteur du projet, s'est engagé au moins pour les 3 premiers projets
à ne pas toucher à la nappe phréatique. Donc, on verra comment ils reconduisent leurs engagements pour la suite. Les 3 premiers, c'est des projets concrets. Les suivants, les technologies auront bougé d'ici 3 ans. Mais donc, voilà, c'est un point de vigilance qui est tellement fort que je ne faut pas dire qu'on est à l'abri de ça en France, mais pour l'instant, on a eu la chance de passer un peu à côté. Et tout le monde a un peu l'œil dessus, donc il faut aussi penser au reste. Merci beaucoup Clément pour ces éléments vraiment très intéressants. Et donc je vous propose de passer à la deuxième intervention donc, par Petr Dokladal, qui est un chercheur au Centre de morpho-mathématiques, Centre de morphologie mathématique de l'École des Mines de Paris. Donc il est chargé de recherche et lui il travaille en analyse d'images et apprentissage profond appliqué à l'analyse d'images médicales, aux sciences des matériaux. Et en fait, depuis quelques années, et à la faveur de l'arrivée d'un doctorant, il s'est intéressé donc avec Claude Tadonchi aux questions de comment déployer une IA durable. Et donc là, il va nous partager quelques éléments qui proviennent du travail de leur doctorant, Roblex Nana Tchakouté, sur la question des outils et des techniques pour l'efficacité énergétique des systèmes informatiques modernes. Donc, je te laisse la parole, Petr. Merci de l'introduction, merci de m'avoir invité également, donc c'est un plaisir. Donc, je vais argumenter en donnant quelques chiffres, beaucoup de chiffres même. C'est à titre informatif pour donner les ordres de grandeur. Et puis, la fin de ma présentation, donc, comme Nadia a dit, c'est issu d'un sujet de thèse, donc c'est un peu technique, donc je vais passer dessus en insistant sur les aspects de vulgarisation, hein, et les détails sont pour les questions. Voilà. Donc, je vais vous demander un petit exercice d'échauffement. Donc, combien font 15 fois 17? Donc, sans tricher, sans calculette. Voilà. Donc, moi, ça m'a pris 15 secondes, hein, avec une feuille de papier, un crayon. 15 secondes. Et donc, si vous, comme moi, mettez 15 secondes à faire ce calcul, pendant cette multiplication, votre cerveau a consommé 315 joules. Donc, c'est dans les 315 joules, il y a 300 joules qui sont nécessaires pour le cerveau de rester en vie. Voilà. Donc, ça, c'est les fonctions biologiques. Et puis, pour le calcul, le cerveau a consommé 15 joules. Donc, bien évidemment, sous forme de consommation de glucose. Voilà, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas énorme. Et puis, en fait, le budget énergétique d'une multiplication sur un CPU moderne, c'est un petit peu pareil, hein. Il y a plusieurs composants qui rentrent en jeu. Et donc, pour donner des ordres de grandeur, donc des additions, des multiplications en 32 bits, hein, c'est de l'ordre d'une dizaine de picojoules. Hein, donc, on est un billion de fois plus économe que le cerveau humain. Donc, on a affaire à des machines qui sont très, très optimisées. Et pourtant, on n'arrête pas de discuter de l'impact électrique et le bilan de carbone de l'IA. Donc, on a affaire à quelque chose qui est quand même assez intéressant et intéressant à analyser. Il y a également le fait, comme j'avais dit que c'est multicomposant, en fait, il y a aussi donc, à rajouter au coût énergétique d'effectuer cette multiplication, il y a aussi l'énergie nécessaire pour ramener les données, hein, de la mémoire vers le CPU, et qui, étonnamment, dépasse, hein, d'une centaine de fois le coût énergétique nécessaire pour effectuer la communication, enfin la multiplication. J'aimerais bien aussi m'attarder un petit peu sur l'histoire, l'évolution du machine learning, en passant par le deep vers l'IA. Donc l'IA, en fait, en soi, n'est pas un concept nouveau. Les principes fondateurs, l'invention du neurone artificiel, enfin le modèle de neurone artificiel, le perceptron, ça date des années 40, 50,
du XXe siècle. Puis la rétropropagation, donc ça c'est ce qui permet au réseau profond d'apprendre. Donc c'est un peu plus récent, ça date de 1986. Et puis ensuite, il est arrivé ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, hein, qui a eu lieu, on va dire, de 1990 et 2000, où plus personne ne s'intéressait à l'IA. Et en fait, ce qui a mis terme à cet hiver, c'est donc à droite de ma diapo, hein, c'est l'introduction par NVIDIA du GPU, donc un dispositif qui a été utilisé pour le rendu graphique, hein, un détournement de son usage pour effectuer les calculs. Donc là, on est après l'an 2000. Donc, il y a eu le lancement de CUDA, donc ça c'est la bibliothèque pour effectuer ce type de calcul. Et puis ensuite, un peu plus tard, 2017-2020, c'était l'apparition des architectures modernes, avec notamment donc NVIDIA A100 en bas à droite. Donc ça c'est les GPU qui sont très très énergivores et qui eux sont nécessaires pour entraîner les gros modèles comme le GPT-3, enfin, tous les LLM, et qui, elles, consomment, hein, ce GPU, peuvent consommer jusqu'à 700 watts. Donc là, on commence à avoir affaire à quelque chose qui est très énergivore. Et puis, donc à gauche, en bas de ma diapo, hein, donc le modèle qui est à la base des LLM, donc c'est une architecture qui est appelée Transformer et qui date de l'année 2017. L'article fondateur qui introduit cette architecture date de 2017. Donc, c'est quelque chose de... Excuse-moi, Petre, tu peux nous donner les acronymes, s'il te plaît, parce que tout le monde n'est pas initié. LLM. Ah, LLM, Large Language Model. Hein, donc, ce sont les GPT et tout ça. LLM, c'est un Large Language Model. Et puis, je vais conclure cette introduction en comparant deux modèles. Donc, YOLO, hein, c'est You Only Look Once. Hein, donc, c'est le modèle que tout le monde a déjà vu en fonctionnement à la télé lorsqu'il parle de l'IA. Bah, il montre ça, les boîtes englobantes qui suivent les piétons ou les voitures, qui détectent les avions, les humains. On en a aussi dans les musées. Tous les musées liés un petit peu à la science et technologie, ils ont ce genre de démon où vous voyez à l'écran et puis vous êtes détecté en même temps. Pour la petite anecdote aussi, dans les supermarchés équipés de systèmes de vidéosurveillance contre le vol à l'étalage, ils ont ça. Et puis à droite de mon écran, donc il y a le GPT-3 que je vais comparer et je vais donner quelques chiffres pour expliquer ces interrogations. Donc, à gauche, hein, le modèle, le YOLO version 5. Donc, la taille du modèle, c'est 7 millions de paramètres. Donc, ça veut dire que pour traiter une image, dans un flux vidéo, une seule image, hein, vous devez effectuer 7 millions de multiplications. Donc, ça c'est à mettre en parallèle avec un coût énergétique d'une multiplication dont j'ai parlé au début. Et puis ensuite, donc, le temps d'entraînement de ce modèle-là, donc c'est pour le développement, on a nécessité quelques 100 000 images, et puis sur un GPU moderne, ça nécessite quelques heures à un jour de calcul. Donc le temps d'inférence, donc le temps de traitement d'une image, c'est très rapide, hein, de l'ordre de 10 millisecondes. Ça veut dire qu'on peut traiter un flux vidéo à 5 fois le temps réel. Et la consommation énergétique d'un tel modèle, c'est finalement pas grand-chose, mais de 1 à 5 kilowatts tout de même, kilowattheure, pardon, tout de même, hein, pour l'entraînement de ce modèle. Et ensuite, pour le traitement, on est de l'ordre de 10 watts-heure par image. À droite, donc le GPT-3, donc un Large Language Model, donc c'est une autre paire de manches. La taille du modèle, c'est déjà des centaines de milliards de paramètres. Donc, on n'en est plus à des millions, on en est à des milliards, des centaines de milliards. Et puis le temps d'entraînement, donc il suffit plus d'une machine. Hein, on a besoin de classeurs, donc typiquement d'un data center dont on a parlé dans la présentation précédente. On a besoin d'un data center pour entraîner ce modèle. Et puis ça prend plusieurs semaines.
Et puis l'estimation du coût énergétique, donc c'est un chiffre estimé, hein, on ne connaît pas le chiffre exact. L'estimation, c'est 50 gigawatts-heure. Donc c'est un équivalent de plusieurs jours de consommation d'électricité d'une grande ville. Et puis le temps d'inférence est très très rapide, hein, pareil. Donc pour générer une réponse donc d'une longueur d'une centaine de mots, hein, c'est une seconde, on va dire. Et puis par contre, la consommation énergétique estimée, hein, c'est de l'ordre de 20 à 50 watts-heure par requête. Donc chaque fois que vous posez une question au chat GPT, eh bien, ça consomme l'énergie équivalente nécessaire pour se faire une tasse de thé. Donc, ce n'est pas négligeable parce que voilà, c'est relativement beaucoup. Et donc, à l'échelle planétaire, ça donne quoi? Donc, la moyenne d'émissions de CO2 par kilowattheure d'électricité, ça varie par pays. Et donc, à titre d'exemple, aux États-Unis, hein, donc ils ont une énergie plus carbonée qu'en France. Hein, donc, c'est 367 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, ça donne une estimation de 18 tonnes de CO2 générées pour un seul entraînement de GPT-3. Alors, quand je dis un seul entraînement de GPT-3, bah, c'est l'optimisation d'un modèle. Donc, bon, on va se dire c'est acceptable, mais en fait, il faut dire toute la vérité. L'entraînement optimisé de ChatGPT-3, ça aurait généré plus de 600 tonnes de CO2. Alors, pourquoi 600 tonnes? Eh bien, parce qu'on n'entraîne jamais un modèle qu'une fois. On répète l'entraînement plusieurs dizaines de fois parce qu'il faut optimiser ce qu'on appelle des hyperparamètres et il faut choisir le meilleur pour avoir un modèle qui est performant. Donc, c'est des chiffres qui sont basés sur cette publication qui date de 2019 et ce chiffre-là a été relayé et est constamment relayé pour la dernière fois dans le dernier hors-série de Science et Vie. Et puis, à l'échelle planétaire, donc, on estime qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 700 millions d'utilisateurs quotidiens de GPT, sans tenir compte d'autres modèles, donc il y en a des dizaines. Et puis, le chat GPT n'est pas le pire. Donc, si vous souhaitez générer des vidéos, donc c'est des modèles de type T2V, texte to vidéo, et il y en a quelques-uns. Pour générer les fakes aussi, on en parle souvent. Donc, il y a les Sora d'OpenAI, il y a le VO de DeepMind, il y a Vibes de Meta, ou Facebook si vous voulez. Et puis, donc, à titre d'exemple, pour générer une vidéo de 5 secondes, donc c'est rien du tout, 80 images, à une résolution de 1280 par 720. Donc, la consommation énergétique typique, c'est des centaines watts-heure pour une petite vidéo. Donc, ça commence à chiffrer. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la consommation, elle est quadratique en fonction du temps et de la résolution de la vidéo. Donc, si vous voulez générer une vidéo 2 fois plus longue, 10 secondes, là, vous allez consommer pas 2 fois plus d'énergie, mais c'est quadratique. Voilà. Donc, je vais conclure. Donc, à l'échelle planétaire, au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 40 milliards de tonnes qui sont liées à tout ce qui est numérique à l'échelle planétaire. Et puis, l'impact de l'IA est estimé à entre 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et puis, en France, on estime 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Donc, ça, c'est un chiffre. Il y a une question là tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'estimation de l'ARCEP, donc l'autorité de régulation. Donc, je pense que c'est une référence assez solide. Donc, je vous invite à regarder. Le rapport est très détaillé et très intéressant. Donc, dans ce qui suit, je vais présenter les résultats d'une thèse. Donc, c'est la première thèse, parmi les premières, qui a été lancée par le TTI. Et c'était la thèse de Roblex Nanachakuté,
qui sera défendu d'ici une dizaine de jours, en début de décembre. Et il y a eu 3 centres de recherche qui étaient impliqués. Le centre de recherche en informatique, le centre de mise en forme de matériaux à Sofia, et puis le centre de morphologie mathématique qui était dans le suivi de cette thèse. Et puis donc les objectifs, qu'est-ce que nous proposons? Les objectifs de cette thèse, c'est de permettre aux développeurs d'applications, donc tout le monde qui développe des algorithmes d'IA, d'optimiser le code et puis savoir de combien on a réussi d'optimiser. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième, c'est d'optimiser l'exécution de grosses tâches de calcul sur les supercalculateurs. Donc ça va des petits data centers comme le nôtre à l'école des mines jusqu'aux supercalculateurs à plusieurs centaines de nœuds, plusieurs milliers de nœuds. L'utilisation de cet outil pourrait être très intéressante. Donc, je vais continuer. Donc, on va regarder, ce qui est très intéressant, c'est de regarder quelle est la consommation d'un nœud de calcul. Donc, un nœud de calcul, en fait, c'est un serveur. Et quelle est la répartition par composant. Donc, en rouge, c'est ce qui est réellement dédié au calcul. Donc, plus de 50% sont effectués, consommés par le calcul. Mais il y a une bonne moitié aussi, presque, qui est nécessaire pour pouvoir effectuer ce calcul. Et donc, il y a le stockage des données, il y a le réseau, la mémoire, et puis il y a aussi le refroidissement qui aussi consomme un petit peu, autour d'une dizaine de pourcents, parce qu'il faut ramener la chaleur à l'extérieur, donc ça aussi, c'est un surcoût. Donc, comment on peut optimiser ça? Donc, il existe toute une variété, une panoplie d'optimisation, de techniques d'optimisation. Donc, à gauche, on a les approches statiques, et puis à droite, on a les approches dynamiques. Donc, je vais essayer de détailler un petit peu sans rentrer trop en détail. Donc, à gauche, il y a tout ce qui concerne le hardware. Donc, ça, c'est quelque chose où on ne peut pas intervenir, c'est la responsabilité des fabricants de chips. Et puis, on a affaire à quelque chose qui est très, très optimisé. Et puis, il n'y a plus grand-chose à faire. Ensuite, vous avez tout ce qui est le software. Donc, c'est la responsabilité du développeur. Et il y a des techniques de compilation, l'organisation des données, comment on code, quel langage de codage on va utiliser. Par exemple, le Python, c'est un langage qui est assez énergivore, très efficace pour coder, développer. On développe très rapidement, mais c'est très énergivore. Donc, ça, c'est la responsabilité du développeur et on peut aider ici. Et puis ensuite, à droite, vous avez toutes les approches dynamiques. Ça, c'est une fois que l'application a été développée, comment l'exécuter de façon optimale. Et pareil, on peut intervenir sur le hardware. Donc, comment on va déployer cette application sur le hardware. Et puis aussi le software, comment on va, pareillement, comment on va effectuer les tâches, les nœuds où on va les envoyer, comment on va balancer l'équilibre du workload, de l'ensemble de tâches, etc. Donc, dans ce qui suit, je vais parler de comment on va optimiser le tout. Donc, en fait, pour optimiser la consommation d'énergie, eh bien, d'abord, on se doit de se doter d'une mesure de ce qu'on consomme. Sans savoir ce qu'on consomme, on ne peut pas optimiser. Donc, en fait, bien évidemment, tout le monde sera d'accord avec moi, on a besoin d'une mesure plus précise qu'un wattmètre, qui est le produit de tension et du courant consommé. Et puis, on aura besoin d'une ventilation par composant, tout ce qui est consommé et où. Et puis également en résolution temporelle importante. Parce que quand vous regardez un code, en fait, les différentes lignes du code ne consomment pas du tout la même chose. Vous avez des lignes qui sont très, très énergivores et c'est là qu'il faut concentrer, bien évidemment, son effort d'optimisation. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, dans la thèse, Roblex a développé
il a commencé par développer un profileur énergétique multiplateforme pour Python. Donc, le Python est utilisé pour le développement de toutes les applications IA. Donc, c'est un profileur énergétique multicomposant et qui mesure la consommation et du CPU et du GPU. Donc, le GPU, c'est la carte graphique où sont exécutés les calculs. Et puis le processeur, le CPU. Et puis, en estimant la consommation de la RAM. Et puis, c'est un outil qui est facile à intégrer, qui est disponible à tous les développeurs et qui est très facile à intégrer. Et puis, qui s'appuie sur des mesures qui sont fournies par les fabricants. Donc, qui sont, qu'on suppose, assez précises. Et puis, pour l'estimation de la consommation de la RAM, eh bien, on fournit un modèle. Voilà. Et donc, ensuite, comment ça fonctionne? Donc, c'est un stack des différentes couches de logiciels et puis qui prennent appui sur les mesures fournies par les fabricants. Donc, pour les CPU, on a deux gros fabricants, on a Intel et AMD. Et puis, pour les GPU, à droite, on a deux gros GPU qui sont utilisés au jour d'aujourd'hui, celles de NVIDIA et de AMD également. Et puis, donc, on agglomère toutes les mesures et puis on fournit un rapport décliné ligne par ligne ou bloc par bloc pour une application donnée. Et puis, ce rapport est très utile pour l'utilisateur, enfin pour le codeur, le développeur, pour savoir où est-ce qu'il doit concentrer son effort d'optimisation. Et puis, donc, voilà, on a optimisé notre application et maintenant, on va s'intéresser comment optimiser l'exécution d'un ensemble de tâches dans un data center. Donc, à droite, vous avez un schéma synoptique. Comment ça fonctionne? Donc, le serveur, le petit boîtier est là. Donc, c'est soit un data center, soit un petit serveur, un ensemble de nœuds, auquel se connectent à travers le réseau, typiquement entre une dizaine et une centaine de clients. Et ces clients sont très variés. Ça peut être un service de météo qui souhaite faire son calcul de modules météorologiques pour prédire la météo de lendemain. Ça peut être un réseau de vidéosurveillance pour une ville. Ça peut être des clients qui sont des chercheurs, etc. Donc, c'est très hétérogène. Et au niveau du hardware, on a également une hétérogénéité qui est assez considérable. Avant, on avait des data centers qui étaient uniquement composés de CPU et puis on effectuait des tâches qui étaient pareilles, relativement homogènes. C'était la modélisation, essentiellement, la modélisation des phénomènes physiques, la météo, la mécanique, la mécafluide, pour l'aéronautique, etc. Et puis, nouvellement, on a tous les types de data. On a du texte, on a des images, on a des réseaux sociaux, on a la modélisation qui reste toujours un type de calcul très énergivore. Et, voilà. Et puis, on a également une criticité qui est assez mixte, assez mélangée, je veux dire. Par exemple, la prédiction météo, vous devez fournir une prévision de météo toutes les 6 heures. Typiquement, toutes les 6 heures, il y a une nouvelle prévision qui sort. Et puis, le client, il la veut. Il la veut parce qu'il la doit à ses clients. Et puis, cette contrainte temporelle, eh bien, vous devez la fournir en dépit d'un entraînement d'un nouveau modèle de fondation qui est planifié et qui est demandé par un autre client. Par exemple, un développeur vient et il veut développer un nouveau LLM, Large Language Model. Donc, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs semaines. Et en dépit de ça, vous devez quand même fournir la prévision météo à raison de toutes les 6 heures. Donc, il faut satisfaire tous ces besoins. Donc, comme j'avais dit, il y a de nombreux critères à satisfaire. Et si vous ne répondez pas à ces critères, eh bien, votre outil ne va servir à rien. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on va optimiser la performance, bien évidemment. Et la performance, c'est quoi? C'est le nombre de tâches terminées par unité de temps. Vous voulez également réduire l'énergie.
la consommation énergétique totale et l'empreinte carbone. Et puis, il faut aussi être équitable. Il faut répartir les ressources selon les droits et les priorités. Et puis, le temps de complétion doit être équitable entre les utilisateurs. On ne peut pas pénaliser un utilisateur au profit d'un autre. Donc, il y a les conflits fréquents entre l'équité et les performances. La qualité de service, c'est aussi quelque chose. Il faut respecter les délais critiques. Et puis, donc, l'indicateur, c'est le taux de dépassement de la deadline qui peut réduire le débit global et l'équité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter également. Et puis ensuite, la flexibilité, la robustesse et puis la stabilité de votre système qui viennent également, qui rentrent en jeu. Et donc, quels sont les leviers d'optimisation qu'on a? Maître, je vais te dire que tu as, toi, pas respecté tes critères de timing. Donc, okay. si tu peux peut-être accélérer et conclure rapidement. Très bien. Merci. Donc, je m'excuse. Donc, je vais aller aux conclusions. Donc, à l'issue de cette thèse, on a donc les résultats qu'on a obtenus sont assez intéressants. Donc, on a obtenu un système de répartition de tâches sur un serveur qui respecte les critères de performance et qui consomme entre 10 et 11% d'énergie en moins, sans aucune perte de performance. Et on a repoussé la frontière d'optimisation entre la meilleure performance et la sobriété. Donc, c'est des résultats dont on est assez content. Et puis si j'ai dépassé de beaucoup, je vais m'arrêter là et puis on va garder le temps pour les questions. D'accord. Très bien, oui. Je pense que c'est une bonne décision. Donc, je vais te proposer la première tout de suite qui te demandait si Mistral, l'IA de Mistral était meilleure en termes de consommation que ChatGPT. Alors, il y a la réponse, elle peut être oui ou non, parce que chaque société vient avec des modèles qui sont déclinés par taille et puis par la, on va dire, la puissance. Donc, il y a des benchmarks. Donc, c'est des datasets de tâches. Et puis, sur ces benchmarks, il y a des modèles qui sont évalués. Et puis, Mistral, il fournit, on va dire, une dizaine de modèles en différentes tailles. Et puis, également, par utilisation. Ils ont un modèle pour les maths, ils ont un modèle général, ils ont un modèle pour le codage. Et puis, ils sont tous déclinés en taille. Et ChatGPT est bien pareil. En fait, il y a des versions qui sont... il y a des versions 3, 4, 5. Et puis, il y a également des versions par taille. Donc, en fait, on ne peut pas comparer les modèles. On ne peut pas dire Chat est meilleur que Mistral parce qu'il y a des modèles qui sont très disparates. Donc, la réponse, elle n'est pas binaire. Mais est-ce qu'on peut dire que plus ils sont évolués, plus ils ont été entraînés, donc plus ils vont être réentraînés pour pouvoir Absolument. être toujours up-to-date et du coup, plus ils vont avoir une consommation et des externalités de conso carbone, en fait, d'émissions de carbone? Absolument. Absolument. C'est une évidence. Tout à fait. Oui, oui. C'est ce que j'ai fourni pour ChatGPT 3. C'est des chiffres qui ont été donnés. Par contre, pour GPT-4 et 5, on n'a plus ce genre d'informations. Ça n'a pas été divulgué. Mais l'estimation est qu'on est dans le même ordre de grandeur, mais bien plus important en termes de consommation. Donc, tu as une question aussi sur l'outil Code Carbone que tu connais. Et est-ce que, comparé à celui qui a été développé dans la thèse, qu'est-ce que tu peux en dire? Le nôtre, EA2P, donc c'est un outil qui est similaire à Code Carbone, mais on a des mesures qui sont plus polyvalentes. Code Carbone est un peu plus limité, c'est-à-dire, alors là, je peux pas donner des détails par cœur,
Mais par exemple, tous les fabricants ne sont pas supportés donc au code carbone. Donc EA2P, l'outil qu'on a proposé, on a fait l'effort d'être polyvalent et de fournir des mesures pour Linux, Windows, Intel, AMD, Nvidia, GPU AMD. Donc on est plus polyvalent. Tu as une question aussi sur donc, la question de la coopération internationale en matière de standardisation pour réduire l'impact environnemental des infrastructures numériques. Donc, est-ce que on peut la renforcer puisque tout ça, c'est au niveau mondial, à la fois pour l'Internet et l'IA? Alors nous, on n'est pas intervenu au même titre que ce standard. Nous, on est intervenu, je vais essayer de revenir à la diapo pertinente. Voilà, nous, on est intervenu ici. Comment optimiser l'exécution d'une application ou d'un data center. On ne peut pas intervenir ni sur le hardware, c'est la responsabilité des différents fabricants, ni sur le bilan énergétique, enfin le mix énergétique d'un pays. Ça, c'est hors de notre portée. Nous, on est intervenu sur comment exécuter votre tâche à vous. Si vous êtes développeur et vous êtes intéressé par minimiser l'empreinte carbone de votre application, ou alors à l'échelle d'un laboratoire, si vous voulez minimiser l'impact carbone de votre recherche, vous avez une vingtaine de doctorants chez vous, ils font leurs calculs, vous voulez optimiser l'empreinte carbone de votre labo. Donc c'est là que se situe notre activité, c'est là où on peut intervenir. D'accord. Je te remercie beaucoup, Petre, et je pense qu'on va pouvoir continuer la discussion. La dernière question est bien sûr pertinente, mais dépasse le cadre de vos travaux. Et donc, je vous propose Merci qu'on beaucoup. écoute maintenant, merci, Anne-Cécile. Anne-Cécile Orgerie est à l'IRISA à Rennes. Elle est directrice de recherche au CNRS. Et donc, elle s'intéresse dans le cadre des études de son équipe sur les systèmes distribués à large échelle, incluant les infrastructures de cloud et edge computing, à ces enjeux d'efficacité énergétique et d'impact environnementaux. Donc, elle nous propose une intervention qui s'intitule Empreinte carbone des centres de données et impact de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Anne-Cécile, c'est à vous. Donc, juste pour replacer rapidement le contexte général de la crise climatique actuelle, je pense que j'apprendrai rien personne là-dessus, et sur l'enjeu de garantir un niveau de vie décent et équitable sur toute la planète. Alors, dans ce contexte-là, les sciences informatiques, elles sont souvent présentées comme faisant partie de la solution au problème climatique, parce qu'elles permettent notamment des optimisations nombreuses des systèmes intelligents, elles permettent aussi une modélisation fine de ces enjeux climatiques. Et je ne nie pas les bénéfices qu'elles peuvent apporter, mais ici, dans cette présentation, je vais plutôt me concentrer sur la partie problème, puisque l'informatique et les sciences numériques consomment des ressources et donc elles font assurément partie du problème. Alors mon contexte à moi personnel, c'est que je suis chercheuse en informatique, donc au CNRS. J'étudie plus particulièrement les systèmes distribués, donc c'est ces grandes infrastructures informatiques telles que les clouds et les réseaux de communication. Et j'ai commencé il y a plus de 15 ans maintenant. Donc la partie qui m'intéresse plus particulièrement et avec laquelle j'ai commencé, c'est la consommation énergétique en phase d'usage de ces grandes infrastructures. Et j'ai basculé progressivement dans une évaluation plus générale des impacts environnementaux. Alors pour resituer un petit peu pourquoi on va parler d'énergie renouvelable et d'empreinte carbone, j'ai juste repris une des représentations possibles de ces impacts environnementaux qui concerne les frontières planétaires. Donc c'est un modèle qui a été défini en 2009 donc par le Stockholm Resilience Center, qui est à base de plusieurs indicateurs, de 9 frontières plus précisément, et dont 7 ont déjà été franchies en 2025.
Donc l'impact carbone, c'est une de ces frontières qui concerne le changement climatique. Il y a évidemment des relations entre ces frontières, notamment par exemple entre ce changement climatique et puis l'acidification des océans. Leur quantification est compliquée, on va le voir. Elle est cependant utile, ne serait-ce que pour situer les différents secteurs industriels, par exemple, les uns par rapport aux autres. Et puis on va avoir d'autres utilités. Donc cette quantification, elle permet notamment de faire des autocomparaisons donc dans le temps, de voir si la trajectoire s'améliore. Et puis elle permet d'identifier aussi des leviers d'action. Et enfin de faire des extrapolations et puis des études prospectives. Donc c'est une des raisons de ces travaux de quantification. Alors là, ces frontières planétaires, elles s'intéressent uniquement à la quantification des impacts environnementaux et non aux impacts sociétaux, par exemple. Et il y a aussi des impacts qu'on ne sait pas quantifier, qu'on sait très mal quantifier actuellement. Voilà. C'est pour le contexte général. Donc, dans ce contexte-là, l'empreinte carbone et la consommation électrique des systèmes numériques, quelle est-elle? Donc, actuellement, le consensus dans la communauté, donc c'est des chiffres qui ont été publiés en 2021 par des collègues britanniques, qui estiment que la part du numérique dans l'empreinte carbone mondiale, elle est aux alentours de 2 à 4%, donc en 2021, et qu'elle va croître probablement de 6 à 10% par an dans les années futures. Donc ça, c'est au niveau mondial, sur l'empreinte carbone mondiale. Si on regarde un petit peu plus précisément dans notre contexte français, et qu'on regarde la consommation électrique, on en a déjà parlé, notre mix électrique est peu carboné, on y reviendra. Donc si on regarde la consommation électrique brute, c'est un rapport qui a été publié en 2022 de l'ADEME et de l'ARCEP qui estimait qu'en 2020, cette part du numérique, elle était de 11%, donc à 52 TWh, et que les prévisions étaient pour 2050 de 93 TWh. Cette étude, donc, est une des premières à l'échelle française à être aussi précise, elle a suscité pas mal de débats, et notamment du fait qu'elle ne tenait compte que des infrastructures qui étaient localisées dans l'Hexagone. Alors, dans l'Hexagone, il y a déjà pas mal de centres de calcul, mais il y a aussi beaucoup de centres de calcul qui sont utilisés à l'étranger par des Français. Donc c'est ce qu'a essayé de corriger la deuxième étude qui a été publiée début 2025, et donc le chiffre de 2020 a été réactualisé si on tient compte des centres de calcul à l'étranger qui sont utilisés uniquement pour des besoins français. On est là aux alentours de 65 TWh, donc uniquement pour l'année 2020. Donc c'est quand même une part du numérique qui est quand même assez conséquente dans la consommation électrique française, et on va voir d'autres exemples dans des pays européens également. Alors pourquoi ces centres de calcul? Eh bien pour notamment des infrastructures de cloud computing. Alors Clément le disait, il y a plusieurs types de centres de calcul. Moi, je vais m'intéresser plus particulièrement dans cet exposé à ceux qu'on appelle les grands centres de calcul, donc hyperscale, qui fournissent des services de cloud, les services que l'on utilise tous les jours sur Internet, que ce soit pour de la vidéo, que ce soit pour des ressources en ligne, etc. Donc le cloud computing, lorsqu'il est apparu fin des années 2000, 2008-2009, il permettait notamment d'avoir accès, donc à travers des réseaux, à des ressources de calcul et de stockage partagées. Et donc, il a permis de mutualiser des services. Avant, chaque entreprise avait son serveur de fiches de paye, son serveur de mail, etc. Et là, on a tout déporté dans ces entreprises de cloud computing, ce qui permet une certaine élasticité des infrastructures, mais nécessite une externalisation des données et donc plus de réseaux. Et puis, la construction de ces grands centres de calcul, hyperscale. Est arrivé avec ça un effet bien connu des économistes, qui est un effet rebond, puisque cette mutualisation des infrastructures aurait dû conduire à une baisse, par exemple, de la vente de serveurs, ce qui ne s'est pas du tout produit. Alors, ces centres de données, il y a une réglementation européenne donc, qui a été publiée en 2023, il y avait déjà des prémices avant, pour s'occuper de leur empreinte carbone et notamment de l'empreinte qu'elles ont sur les réseaux électriques.
Donc, vous pourrez aller voir plus en détail, hein, c'était juste pour citer la référence. Donc, la législation européenne indique qu'à partir du 15 mai 2024, les États membres doivent exiger des propriétaires et des exploitants de centres de données qui sont sur leur territoire une demande de puissance des technologies de l'information, donc celles qui sont d'au moins 500 kW, qu'elles mettent à disposition du public des informations qui sont mentionnées dans l'annexe 7, que je n'ai pas mis, mais qui concernent notamment la consommation énergétique globale et puis des indicateurs un petit peu plus précis. Et puis il y a une autre demande un peu plus spécifique pour les centres de calcul encore plus gros, au-delà de 1 MW. Donc cette réglementation européenne intervient dans un contexte où les entreprises ont déjà commencé à publier des données là-dessus. Donc notamment sur leurs objectifs en termes de neutralité carbone. Donc je vais citer ici 4 rapports environnementaux. Donc là, je vais citer l'édition 2021 et puis après, je citerai les éditions 2025 de ces rapports environnementaux. Mais c'est juste pour montrer la communication qu'ils ont mis en place derrière ces rapports. Alors, par exemple, si on regarde Facebook, ils annoncent net zéro, donc aucune émission de gaz à effet de serre, hein, greenhouse gas emissions. En 2020, Google à peu près pareil, 100% renouvelable en énergie. Apple était le premier à afficher une consommation énergétique 100% renouvelable. Et puis Microsoft, en 2021, donc lui aussi affichait des objectifs ambitieux puisqu'ils ils affirmaient que d'ici 2030, ils seraient même carbone négatif. Alors comment ils peuvent y arriver? Donc si on regarde un centre de calcul, il y a bien évidemment la partie serveur. Il y a un système de refroidissement dont on a un petit peu déjà parlé. On a le bâtiment en lui-même avec un accès au réseau, un accès à l'électricité, donc des lignes soit haute tension, soit basse tension, suivant la taille du centre de calcul. Et puis des infrastructures de secours, donc des batteries, des groupes électrogènes avec du fuel et tous les équipements spécifiques, donc caméras, éclairage, etc. Et puis des équipements qui peuvent être extérieurs aussi pour évacuer la chaleur. Donc comment ils arrivent à avoir 100% d'énergie renouvelable? Il faut d'abord comprendre en fait comment sont calculés ces impacts. Donc les impacts, l'empreinte carbone en particulier, est calculée à partir d'un protocole qui s'appelle le GHG Protocol, dont la première version est sortie en 2001 et qui évolue depuis 2001 et qui distingue 3 catégories d'empreintes carbone. Donc on appelle scope, scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, c'est les émissions qui résultent directement des activités de l'entreprise. Par exemple, la génération d'électricité en interne, les émissions de gaz réfrigérants, des climatisations, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est consommé localement. Le scope 2, c'est les émissions qui résultent de la consommation d'énergie de l'entreprise, donc l'électricité qu'ils achètent ou le chauffage qu'ils achètent. Et puis le scope 3, c'est tout le reste, c'est-à-dire les achats, les déplacements professionnels, les domiciles de travail des employés, la gestion des déchets, etc. Donc je vais décliner un petit peu pour un centre de calcul quels sont ces scopes. Donc par exemple, dans le scope 3, il y a tout ce qui est phase de fabrication des serveurs qui rentre dedans. Donc si on regarde un petit peu plus, on va les prendre dans l'ordre. Donc le scope 1, c'est les émissions locales. Alors souvent, surtout en France, ce qu'on fait, plutôt que de produire de l'électricité localement, on achète de l'électricité, donc à un fournisseur d'électricité, et RTE, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le réseau de distribution de cette électricité, nous fournit des indicateurs sur le mix électrique en France. Donc ça, vous pouvez aller voir, hein, c'est disponible sur le site Eco2Mix de RTE. On peut voir, donc j'ai pris la journée d'hier, de quoi est composé le mix électrique français. Donc on voit par exemple qu'il y a une grosse part effectivement qui est liée au nucléaire, donc 77% pour la journée d'hier. Une partie importante aussi liée à l'hydraulique, une partie éolien, une partie gaz, une partie bioénergie, un petit peu de fioul, un petit peu de charbon et puis un petit peu de solaire aussi. Donc là, les pourcentages sont liés à minuit, donc c'est pour ça qu'il y a 0% de solaire. Ici, on a le total pour la journée.
On voit aussi qu'il y a une partie en grise ici qui est de l'export. Effectivement, on revend de l'électricité à nos voisins européens. Donc si on utilise ce mix électrique français, il y a une partie notamment gaz et fuel, donc il n'est pas 100% énergie renouvelable. Et puis, donc, si on regarde, donc j'ai pris 2 snapshots d'un site qui s'appelle Electricity Maps et qui permet, qui s'interface donc avec les réseaux de distribution dans le monde, les réseaux de distribution d'électricité, pour afficher des indicateurs. Et donc ces indicateurs, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone. Donc par exemple, à 23h hier soir, l'intensité carbone en France était d'à peu près 37 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc c'était plutôt très bas carbone, 95%, et ils affichent 22% de renouvelables, puisque le nucléaire n'est pas considéré ici comme renouvelable. À 7h du matin, ce mix était un petit peu différent, il était à 22 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, et donc 98% bas carbone, 25% renouvelable. Donc ce mix électrique, il varie au cours du temps, il varie géographiquement, et puis comme on revend de l'électricité à nos voisins, qu'on en achète aussi par endroit, donc par exemple ici en Corse, on achète de l'électricité à l'Italie, ce mix électrique est finalement assez compliqué à calculer. Il est même compliqué à calculer en temps réel, puisqu'il y a des opérations de pompage, par exemple, pour les barrages, etc. Et donc, souvent, il est recalculé a posteriori. Donc, c'est assez compliqué de savoir à un instant T quel est réellement cet indicateur en grammes. L'autre chose, c'est que ces indicateurs en grammes, les électrons, ils n'ont pas de couleur, entre guillemets, ils ne sont pas verts, jaune, orange, etc. Et donc, cet indicateur, c'est en fait pas une mesure physique au sens où on peut mesurer l'électricité d'un composant électronique, mais c'est plutôt une opération comptable. C'est-à-dire que là, ces reventes locales, par exemple, eh bien, on pourrait choisir de revendre arbitrairement que ce qu'on produit avec du gaz ou du fuel, et puis garder tout notre crédit carbone. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Comme je disais, les électrons, ils sont pas tagués verts ou pas verts sur le réseau RTE. Et donc, du coup, il y a des opérations comptables pour ajuster ce mix électrique. Et donc, par exemple, ici, comme on vend de l'électricité à la Grande-Bretagne, le jaune, ici, a une part de vert proportionnelle à ce qu'on leur revend. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que finalement, ces empreintes carbone, c'est beaucoup des opérations comptables qui ont une logique derrière qui est comptable. Donc on va voir certaines de ces propriétés comptables. Alors, si on revient sur les scopes, le scope 1, c'est l'électricité qu'on produit localement. Et donc, par exemple, on pourrait tenter, pour un centre de calcul, d'être autonome en énergie. Ça nous éviterait tous les problèmes dont on parlait tout à l'heure, d'avoir à dépendre d'un fournisseur d'électricité, etc. Et donc, par exemple, ici, on a pris un exemple d'utilisation, donc à très petite taille, de panneaux photovoltaïques qui produisent, suivant un ensoleillement qui a été mesuré donc, en France, à Nantes, et qui produisent pour une semaine. Et puis, on a simulé la charge de serveur. Donc, cette charge, on ne l'a pas prise au hasard, on l'a prise de traces d'utilisation qui ont été fournies par Google. Donc, Google a fourni en 2019 un mois d'utilisation de 9993 de ces serveurs dans un centre de calcul. Et donc là, on a pris quelques-uns de ces serveurs pour simuler cette charge. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est que cette charge, elle est très très peu variable au cours du temps. Donc, on a simulé sa consommation énergétique. La charge, c'est donc par exemple le taux d'utilisation des processeurs qui est fourni par Google et pas la valeur énergétique. Donc, on a transformé ça en utilisant nos serveurs de calcul pour calculer la consommation énergétique. Et là, sur cette figure, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire matcher les deux courbes. Donc, la courbe de production photovoltaïque, au total, elle est égale à la courbe de consommation du centre de calcul pour une semaine. Donc c'est si on est autonome en énergie, il faut que ces deux courbes soient équivalentes et il faut qu'on puisse stocker l'énergie. Donc ici, évidemment, on voit que les panneaux photovoltaïques, ils éclairent pas, ils sont pas utiles la nuit. Et par contre, en journée, ils sont obligés de produire beaucoup plus que ce qu'on consomme. Et donc, si on veut être complètement autonome en énergie, il faut stocker cette énergie. Alors ça, stocker l'énergie, c'est quand même assez compliqué.
Donc si on prend un cas un petit peu plus réaliste, et donc on prend un centre de calcul de 4000 serveurs sur une année, et qu'on simule donc toujours l'utilisation de Google, et ben ça veut dire qu'à certains moments, on va devoir, si on ne veut pas avoir de stockage d'électricité, utiliser le réseau électrique local. Donc, c'est-à-dire que sur ma courbe ici, quand j'ai besoin d'électricité et que j'en ai pas, je vais l'importer du réseau électrique. Et quand ici, je produis plus d'électricité que ce que j'ai besoin, je vais l'injecter sur le réseau électrique. Donc, le réseau électrique va servir comme une grosse batterie finalement. Et donc, si je fais ça, je vais pour un an sur un centre de calcul de 4000 serveurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a simulé avec notre outil open source de simulation de centre de calcul qui s'appelle SimGrid, qui est un projet qui a plus de 20 ans et qui est fort de tous les travaux de la communauté dans ce domaine. Donc si je fais ça, sur un an, je vais avoir donc ce type de pattern. Donc ça, c'est un zoom sur 10 jours pour l'importation, c'est-à-dire que j'importe la nuit et puis la journée, j'utilise mes panneaux photovoltaïques. Et en bleu, je vais avoir les pics d'injection dans le réseau. Et ce que je m'aperçois, c'est que sur un an, à peu près, la consommation que j'arrive à consommer directement, donc du panneau photovoltaïque à mon serveur, c'est à peu près 36%. Et donc, j'ai le reste qui provient du réseau électrique. Et l'autre problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir des pics d'export d'électricité, qu'on voit ici en bleu, qui sont au maximum 5,6 fois plus élevés que le pic d'importation. Donc par exemple, si on prend un centre de calcul dont on discutait tout à l'heure de 20 MW, 5,6 fois plus, ça va faire à peu près 110 MW, et donc je vais injecter 110 MW sur le réseau, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment très gros et qui peut déstabiliser assez fortement le réseau électrique. Donc c'est pour ça que c'est pas ce que font les fournisseurs de cloud. Ils n'ont pas, quasiment très très peu, de production locale au centre de calcul d'énergie renouvelable. Alors l'autre partie, c'est que plutôt que de l'injecter, j'aurais pu le stocker dans des batteries. Et donc là, on a fait une étude coût-bénéfice où on s'est aperçu que le coût d'avoir des batteries sur le long terme pour stocker cette électricité était vraiment prohibitif. Vous pouvez voir, on a publié tous ces résultats qui ont fait l'objet de la thèse de Widden Emmanuel Gniba. Et donc, finalement, les centres de calcul des grands fournisseurs de cloud vont utiliser d'autres techniques, puisque stocker l'électricité localement et la produire localement, c'est pas possible dans ce contexte de réseau distribué. Alors, si on regarde un cas un petit peu plus loin de nous, donc pas en France, en Irlande, il y a à peu près 120 centres de calcul de 24 fournisseurs de cloud, et ils sont considérés comme des consommateurs d'énergie importants. En effet, il y a à peu près 1/5 de la production électrique, donc 21% ici, de la production électrique en Irlande qui est utilisée par ces centres de calcul. Alors la contrepartie, c'est qu'il y a à peu près 1/5 aussi des taxes, des impôts qui viennent et qui sont liés aux compagnies de l'informatique, donc sur la même période. Donc cette consommation électrique, elle a posé de graves problèmes sur le réseau électrique en Irlande, et l'opérateur du réseau électrique a imposé des conditions de plus en plus fortes pour l'implantation de nouveaux centres de calcul sur le territoire. Alors, comment font les centres de calcul finalement si les opérateurs de réseau électrique ne leur permettent pas de s'implanter dans des zones données pour avoir 100% d'énergie renouvelable? Alors, il y a deux mécanismes principaux par lesquels ils prétendent avoir une consommation 100% renouvelable en énergie. Le premier s'appelle le PPA, Power Purchase Agreement. C'est un contrat d'électricité qui est passé sur le long terme avec un producteur d'énergie directement. Donc pas avec le réseau de distribution, mais vraiment avec le producteur d'énergie.
Et donc, l'entreprise qui le passe s'engage à acheter de l'électricité renouvelable, donc directement au producteur d'énergie, avec un prix fixe sur la période, donc contractuellement. Donc, son prix peut augmenter, hein, bien sûr, c'est stipulé dans le contrat, mais le contrat est négocié à long terme. Et en contrepartie, donc dans le bilan carbone, puisque c'était de l'énergie renouvelable, ça fait zéro émission carbone. Donc ce mécanisme est intéressant pour les producteurs d'énergie puisque, comme c'est des contrats à long terme, ça leur permet de garantir des investissements ou le remboursement d'investissements dans les installations renouvelables qu'ils ont et qui peuvent être coûteuses à l'installation. Il y a un autre mécanisme qui existe, les EAC, Energy Attribute Certificates, qui ont plusieurs noms à travers le monde, on les appelle notamment les REC aux États-Unis. Et là, le mécanisme économique derrière est tout à fait différent. Donc c'est un titre qui est négociable, donc un certificat, qui est émis, lui, par un producteur d'électricité, comme précédemment, mais sauf que cette émission, elle est à la production. Donc lorsqu'on produit 1 MWh d'électricité renouvelable, on peut émettre un certificat qui peut être acheté par n'importe qui. Donc là, il est complètement dissocié de l'électricité physique, il est vendu séparément et c'est finalement un petit peu comme une taxe carbone inversée, c'est-à-dire qu'on achète des crédits verts. Donc le prix est très variable, il dépend du marché de ces certificats et comme le PPA, il peut être comptabilisé dans le bilan de gaz à effet de serre. Par contre, avec ce mécanisme, c'est un petit peu plus compliqué de traquer les problèmes de double comptabilité, c'est-à-dire que le fournisseur d'électricité a un mix électrique qui tient compte de ces certificats, qu'il a pourtant revendu, dont il a revendu le bénéfice en termes d'empreinte carbone à un utilisateur donné. Donc, on a des problèmes de double comptabilité avec ce type de choses. L'autre chose, c'est que ces deux mécanismes ont des problèmes notamment politiques, puisque les PPA donc permettent effectivement des investissements en électricité sur le long terme, mais par exemple en France, la plupart des entreprises qui investissent dans ces PPA, c'est plutôt des entreprises américaines, et donc qui achètent entre guillemets les bénéfices de l'électricité renouvelable, donc sur un terrain donné, que ça peut être en Irlande, en France, etc. Donc il y a des enjeux politiques assez forts et des enjeux économiques encore plus forts, puisque la production d'énergie renouvelable, on va le voir dans le cas notamment de l'Irlande, n'augmente pas assez rapidement par rapport aux besoins et donc aux achats de certificats ou de PPA des entreprises du numérique. Donc il y a une certaine saturation du marché et un monopole qui s'exerce de plus en plus fortement par ces entreprises-là. Alors l'achat d'électricité, pour donner quelques exemples, donc là c'est issu du rapport environnemental d'Apple en 2025. Donc on voit les énergies renouvelables qui sont achetées par Apple en 2025, donc dans les différents pays. Donc il y a certains, donc c'est essentiellement des panneaux photovoltaïques, d'où notre étude précédente qui ciblait les panneaux photovoltaïques. Mais il y a aussi des éoliennes ou d'autres technologies d'énergie renouvelable. Alors, si on prend un exemple, je vais prendre le premier, donc Maiden, qui est un centre de calcul en Caroline du Nord, aux États-Unis. Le mix électrique local, donc le réseau électrique local, c'est 41% de gaz, 38% de nucléaire, 9% de charbon, 9% de renouvelables, et puis renouvelables divers, et puis 3% d'hydroélectrique. Donc ça, c'est à l'année. Et si on prend ce que déclare Apple pour ce centre de calcul, eh bien, c'est 100% énergie renouvelable. Donc des projets qui ont été achetés à 68% du solaire et à 32% de l'éolien. Donc c'est là où on va voir apparaître une double comptabilité. Donc une comptabilité qui est basée sur la physique de l'électricité produite localement. Alors localement, ça peut être à l'échelle d'un pays. Hein. Par exemple, le mix électrique français, il est à l'échelle de la France, France métropolitaine. Et une comptabilité qui est basée sur ce que l'entreprise a acheté, donc à d'autres fournisseurs que ceux qui sont accessibles localement sur le réseau électrique local. Donc la même chose pour cet exemple en Chine, où là, c'est beaucoup du charbon. Alors, si on regarde un autre exemple un peu plus détaillé, c'est Meta qui fournit dans son rapport environnemental donc la consommation électrique totale de Meta
et puis la consommation des data centers de Meta. Donc ce qu'on voit, si on regarde juste 2024 par exemple, hein, on voit que la très très grosse majorité, avec plus de 99% de la consommation électrique, elle vient des data centers en eux-mêmes. Et ils ont fait cet exercice intéressant de distinguer ces deux comptabilités, donc ce qui n'est pas présent dans tous les fournisseurs, tous les rapports que j'ai cités précédemment. Donc ils font market-based, c'est ceux qu'ils achètent, donc notamment par des PPA et des EAC, et location-based par rapport à ce qui est présent localement et la connexion électrique qu'ils ont localement. Donc si on regarde pour les data centers, c'est très parlant, hein. On est à environ 135 tonnes de CO2 en 2024. En market-based et en location-based, on est à presque 6 millions de tonnes de CO2. Donc c'est vraiment deux mécanismes de comptabilité tout à fait différents. Et évidemment, ce qui affiche et ce qui est affiché dans les snapshots que j'ai pris précédemment, Apple, Meta et Google et Microsoft, c'est ce 100% énergie renouvelable, donc basé sur du market-based. Alors, j'en parlerai pas ici, mais il y a d'autres énergies qui sont utilisées dans les centres de calcul, et notamment du diesel et de l'essence pour les générateurs de secours, qui peuvent là aussi poser des problèmes de stabilité pour le réseau électrique lorsque un gros centre de calcul, par exemple, bascule sur un générateur de secours, mais j'aurai pas le temps de détailler plus. Alors, ce scope 2 aussi, quand on regarde dans les petites lignes, donc dans le GHG protocole, l'électricité nucléaire est considérée comme carbone free. Donc on est à 0 émission carbone pour le nucléaire. Le nucléaire, comme les autres sources d'énergie, ont évidemment d'autres impacts. Et quand on regarde ce carbone free, finalement, il ne considère que la phase d'usage. C'est-à-dire que ces réacteurs nucléaires, ces panneaux photovoltaïques, ces éoliennes, il a fallu les fabriquer, il y a eu un impact à la fabrication dont on ne tient pas compte ici. Donc il faut bien faire attention lorsqu'on regarde ce 100% énergie renouvelable, à quoi il correspond, et donc ce net zéro carbone, à quoi il correspond. On est dans le net zéro carbone uniquement sur le scope 1 et 2, avec des mécanismes d'achat d'électricité renouvelable qui sont décorrélés de la réalité physique du réseau électrique auquel sont connectés les centres de calcul. Donc on voit ici un exemple d'Amazon. Alors Amazon n'était pas cité précédemment dans mes slides et c'est le seul endroit où je vais le citer, puisque dans leur rapport, ils ne donnent pas de chiffres absolus. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas leur consommation en gigawattheure, en térawattheure, etc. Ils indiquent juste des pourcentages par rapport aux années précédentes et ils divulguent finalement assez peu de chiffres comparés aux 4 autres que j'ai déjà cités. Par contre, une information intéressante, c'est que c'est la deuxième item, depuis 2020, Amazon est le plus grand acheteur d'énergie renouvelable dans le monde, donc pour la 5e année consécutive. Donc c'est vraiment un enjeu capital pour ces entreprises d'acheter le plus possible et sur des contrats à long terme, donc qui favorisent l'investissement, mais qui aussi accaparent le marché de ces achats d'électricité renouvelable. Alors, si on parle un petit peu du scope 3, le scope 3, c'est tout le reste. Donc, dans tout le reste, par exemple, là, c'est le rapport environnemental de 2025 de Microsoft. Tout le reste, ça représente 97% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, ils sont 100% renouvelables et probablement bientôt carbone négatif, comme ils l'annoncent. On verra un peu plus tard comment. Uniquement sur le scope 1 et 2. Et le scope 3, c'est 97%. Donc, je n'aurai pas le temps de rentrer dans toutes les catégorisations qui sont détaillées dans le GHG protocole, mais on peut voir par exemple que la catégorie 2, là, hein, qui est intitulée Capital Goods, elle contient notamment la phase de fabrication des serveurs, qui est une partie conséquente de cette partie 2. Alors, si on prend l'exemple d'un serveur au long de son cycle de vie, eh bien, donc là j'ai mis plusieurs exemples avec plusieurs configurations différentes. Donc, si le serveur est un petit peu plus performant, qu'il a un peu plus de puissance, ou si c'est un serveur de base, et puis suivant le mix électrique moyen, donc en Europe ou aux États-Unis, donc les parties, les pourcentages varient comme les chiffres bruts. Donc, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'une analyse de cycle de vie comme celle-là, elle est a priori. Donc elle suppose une durée de vie, par exemple ici de 4 ans,
Et donc, si on essaye d'avoir un coût énergétique, un coût environnemental, donc une empreinte carbone à l'année, on va par exemple prendre la phase de fabrication ici en verre et la diviser par 4 en supposant que ce serveur, comme on va lui présupposer une durée de vie a priori, ce qui n'est pas forcément ce qui sera réalisé ensuite. Donc ça, c'est aussi un des enjeux de la comptabilité de ces empreintes carbone, c'est qu'on présuppose beaucoup de choses a priori qui ne sont pas forcément réalisées dans la suite, et du coup, il n'y a pas de rattrapage, entre guillemets, de cette empreinte carbone. Alors, je vais rapidement passer sur les analyses de cycle de vie. Donc, ces outils sont utiles, donc notamment pour faire ce genre d'indicateurs. Hein. Donc là, j'ai montré que le carbone. Il serait intéressant, et d'autres fournisseurs fournissent des analyses beaucoup plus détaillées avec beaucoup plus d'impacts environnementaux que l'empreinte carbone. Mais ces analyses, elles sont principalement attributionnelles. Donc c'est ce que je disais, c'est un impact en régime permanent. Donc par exemple, les usines sont intégralement installées et sur ma chaîne de montage de serveurs, je prends la consommation totale de mon usine et je divise par le nombre de serveurs. Et donc, évidemment, ces analyses, c'est des analyses qui font des sommes de chiffres avec des incertitudes qui sont assez élevées. On pourra y revenir, il y a des modèles qui permettent de quantifier ces incertitudes. Ces ACV attributionnels, c'est comme dans l'avion. C'est-à-dire que l'avion, si je prends un avion, j'ai un impact carbone par utilisateur. Je divise l'empreinte carbone de l'avion par le nombre de passagers, et puis j'ai une empreinte carbone par passager. Et si moi je ne prends pas l'avion, et l'avion il vole quand même, et il aura quand même à peu près la même consommation. Donc ici c'est pareil. Dans ce principe d'ACV attributionnel, si je fabrique un serveur de moins, il ne va pas y avoir N kilos de CO2 par serveur en moins. Donc ce N étant par exemple 2410 kg ici. Puisque c'est une règle comptable qui a déterminé ce N, et ce n'est pas quelque chose de conséquentiel. Donc on ne peut pas faire de soustraction comme ça. Alors si on voulait faire une soustraction, il faudrait faire un autre type d'analyse de cycle de vie qui est très peu présent dans la littérature et qui permet de faire ces opérations qu'on appelle what if. Donc qu'est-ce qui se passerait si? Donc par exemple, si je veux mesurer l'impact de l'ajout d'un GPU dans les serveurs que j'ai fabriqués ici, il ne suffit pas d'avoir mon analyse de cycle de vie des serveurs et puis mon analyse de cycle de vie du GPU. Que je veux rajouter, puisque pareil, ça ne va pas s'ajouter. Pour ça, pour modifier en fait ce serveur et rajouter un GPU, il va peut-être falloir que je modifie la chaîne d'assemblage, que je prenne d'autres fournisseurs, etc., etc. Et donc il va y avoir plein de conséquences à un changement d'hypothèse, et donc je ne vais pas pouvoir garantir, toutes choses égales par ailleurs, que ce sera appliqué. Et donc, pour avoir ce genre d'analyse, qu'est-ce qui se passe si je fais quelque chose, et donc si j'ajoute, si j'enlève, il va falloir avoir une analyse, une ACV conséquentielle, et donc un état donné par rapport à un autre état sur une même unité fonctionnelle. Donc ça, c'est les ACV qui sont très très rares dans la littérature et qui sont pourtant à base de plein de questions qu'on peut avoir de si j'utilise ça plutôt que ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, Cécile, oui, on arrive à la fin de la réunion. Si on peut répondre à quelques questions avant de conclure. Oui, je vais conclure rapidement. Donc, je le disais, l'exemple de Microsoft indique qu'il veut être carbone négatif. Alors, comment ils vont faire alors que leur consommation continue d'augmenter? On le voit ici. Donc d'ici 2030, ce qu'ils espèrent, c'est donc racheter encore plus d'énergie renouvelable et de crédits, de certificats pour pouvoir réduire ces empreintes, et aussi des opérations qu'ils appellent de stockage carbone pour pouvoir compenser et donc les émissions négatives qu'ils espèrent avoir. Alors, juste pour conclure, je voulais montrer ce slide. Donc, dans les rapports que j'ai cités précédemment, donc ils sont disponibles en ligne. Donc, c'est très intéressant d'étudier ces rapports environnementaux des 4 grandes compagnies que j'ai listées ici. Ce qu'on voit, c'est qu'en 4 ans, lors des 4 dernières années, leur consommation électrique a doublé. Et donc, oui, ils affichent qu'ils sont neutres en carbone sur la phase, les scopes 1 et 2. Par contre, ce n'est pas du tout
un ralentissement de leur production, c'est pas du tout un ralentissement de leur consommation électrique. Donc voilà, je vais peut-être répondre aux questions maintenant. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Alors, la première question, c'était de savoir quels étaient les impacts en termes de matériaux critiques, métalliques, etc. Est-ce que vous avez des éléments sur ces enjeux? Alors moi personnellement, je ne me suis pas du tout intéressée à ces aspects-là. Effectivement, les deux indicateurs que j'ai le plus regardés, c'est l'empreinte carbone et l'empreinte en eau. Donc on a fait des études notamment sur l'empreinte en eau, des scopes 1 et 2, où je pourrais revenir là-dessus. Mais sur la criticité des métaux, là aussi, il y a des enjeux politiques, géopolitiques très forts. Et ce n'est pas du tout ma spécialité personnelle. D'accord. Alors moi, je peux répondre qu'à l'École des mines de Paris, par contre, on a beaucoup d'études sur ces sujets dans différents centres de recherche. Donc, vous pouvez revenir vers nous, on pourra vous orienter. Il y a une question sur la loi européenne. Euh, Est-ce qu'elle oblige de remonter aux producteurs d'énergie renouvelable pour les PPA? Non, S'assurer que... Non, d'accord. non, Donc, il on n'y a peut pas pas de s'assurer. tracking ni à l'échelle nationale ni à l'échelle européenne des PPA. D'accord. Donc c'est Euh, très compliqué à auditer, oui. D'accord. Ça veut dire qu'on peut avoir en fait euh, plusieurs consommateurs qui revendiquent leur pourcentage de renouvelables en fait, avec du double comptage C'est permanent. ça. Il y a plein de problèmes de double comptage. Alors de plus en plus, le GHG protocole essaye de mettre des garde-fous et puis les réglementations. Et j'accuse pas du tout les entreprises de faire ça, hein, mais effectivement, c'est très très compliqué à traquer. Ne serait-ce que par exemple, si moi, en tant qu'utilisateur, en tant qu'utilisatrice d'un fournisseur d'électricité, je prends le mix électrique qu'il me renvoie, alors que celui-ci a déjà revendu des PPA ou des EAC, eh bien, il aurait dû déduire du mix électrique qu'il produit ses PPA ou ses EAC en fait. Donc c'est D'accord. assez compliqué d'avoir ces deux réalités comptables en parallèle. Ouais. Donc pour l'exemple d'Apple qui dit que ses centres de données sont alimentés par de l'énergie éolienne et solaire, en fait, c'est purement sur la base du market-based, c'est ça? Exactement. Et d'ailleurs, ils le disent hein, alors je pourrais remontrer toutes les petites lignes que j'ai citées, mais dans les transparents, c'est écrit partout. Hein. Tout est market-based. Hein. Je peux reprendre mes slides. Oui, Là, on le voit ici, tout en bas, ici, scope 1 et 2, market-based, pardon. Et tous les slides, c'est pareil, c'est tout market-based. Ici, on voit market-based. Donc effectivement, bah, évidemment, Meta c'est pareil, c'est eux qui font market-based, location-based. Ici c'est vraiment market-based qui est pris en compte. Donc là pareil, en market-based. Enfin voilà, à chaque fois c'est tout le temps market-based. Ouais. hmm. À la nuance près qu'il faut être initié pour savoir ce que ça veut dire. Effectivement, et que c'est écrit un petit peu en petit. Tant mieux. Tout à Donc, fait. une dernière question de Benjamin Beaufils. Pensez-vous que ces engagements de neutralité carbone pourraient être mis en cause par les acteurs eux-mêmes, Alors au je ne vu sais pas des de quels chiffres? acteurs on parle. Euh, les acteurs sont nombreux. Donc, on ne l'a pas étudié dans le cadre du cloud, mais on l'a étudié par exemple dans le cadre de la 5G. Les acteurs sont très très nombreux autour de la table. Donc, ça va des pouvoirs publics qui déploient les infrastructures nécessaires à l'implantation de ces data centers, de ces réseaux, etc., aux utilisateurs, les usagers, les citoyens, aux entreprises qui vendent et qui commercent avec ces fournisseurs. Donc je ne sais pas qui pourrait remettre en cause ces infrastructures, ces accords et les engagements. Mais effectivement, depuis quelques années, comme je le montrais sur le cas de l'Irlande par exemple, le besoin entre guillemets en énergie renouvelable pour revendiquer ce zéro carbone par les GAFAM croît plus vite que la production en renouvelable. Et donc, du coup, effectivement, ces engagements, y compris des GAFAM, se rendent compte qu'ils vont être de plus en plus difficiles à tenir. Même Hmm. s'ils y mettent le prix, hein, quand ils achètent avec des PPA, ils achètent plus cher que le marché de l'électricité locale. Mais même en y mettant le prix, ça va commencer à être compliqué.
Alors, il y a une dernière question qui est beaucoup plus large sur le mix électrique. Est-ce que tout ça va pousser l'Europe à aller vers un mix nucléaire? Donc, je ne sais pas si Cécile, vous sentez de répondre. Alors, pas du tout, hein. Moi, comme je disais, je suis informaticienne, je ne suis pas du tout spécialiste Voilà. en système électrique. Je ne sais pas. Par contre, je peux citer un exemple assez parlant, c'est Microsoft qui a négocié avec les États-Unis avec une centrale nucléaire qui a connu un accident nucléaire important. Donc, c'est la centrale de Three Mile Island. Et donc, qui est en négociation pour être réouverte. Et donc, ce qui est assez inquiétant, hein, puisque l'incident nucléaire était grave et que sa source était un peu compliquée à diagnostiquer. Donc effectivement, y compris les GAFAM poussent vers plus d'électricité nucléaire. Une dernière remarque et puis on va clôturer là. J'avais envie de demander peut-être à, Clément si RTE était optimiste en fait, parce que par rapport euh, à cette consommation exponentielle et même si la France est retrouvée exportateur net d'électricité, la charge sur le réseau électrique va peser de plus en plus. Et donc, ça rejoint la dernière question que je vois là de Jackie Prudhomme, achat de PPA, accaparement des nouvelles capacités. Est-ce que les autres secteurs où c'est difficile de décarboner vont pouvoir eux-mêmes à la fois atteindre leurs objectifs? Donc, on voit qu'en fait, il y a plusieurs périmètres de concurrence qui se mettent en place et qui sont extrêmement préoccupant en fait par rapport au non-arbitrage et à la non-réglementation qu'on a compris à la faveur de vos trois exposés. Donc, je ne sais pas si Clément, tu veux commenter. Oui, merci pour la question. Bah, pour l'instant, de l'extérieur, faudrait voir ce qui se dit en interne, mais de l'extérieur, le discours de RTE est assez aligné avec celui de l'État, c'est-à-dire il faut rendre possible les implantations. C'est un enjeu de souveraineté numérique. Alors ça, c'est un truc super débat. Enfin, il faudrait faire une séance complète sur la souveraineté numérique et quelle est la nationalité des acteurs, quels sont les enjeux, etc. Mais c'est cet argument-là qui est mis en avant et ils insistent beaucoup sur l'exportation de l'année dernière. Donc c'est pas mal discuté, notamment par le dernier rapport du Shift Project qui dit bon bah c'est une exportation l'an dernier, mais qu'est-ce que ça va donner? On a connu des périodes où c'était vache maigre et où on sait que le parc nucléaire il peut rencontrer parfois des difficultés. Enfin bon, il y a d'une année à l'autre, c'est pas forcément aussi simple à prévoir. Et par ailleurs, une des difficultés à anticiper aussi, c'est que les investissements qu'on est en train de faire aujourd'hui, ils ne connaîtront une pleine charge qu'en 2030, 2035. Et donc, la question de la concurrence d'usage, elle est devant nous, en fait, elle n'est pas immédiate. Donc, parfois, il y a des réponses, par exemple, de Enedis, qui est de dire ah, ben, on ne voit pas l'effet de l'IA sur la consommation électrique des data centers. Ben, non, parce qu'on n'a pas beaucoup de data centers d'IA en France et que c'est en train de se faire, en fait. Donc, Mm. il y a la question de la planification, elle est complexe et aujourd'hui, à mon sens, enfin, on manque d'un espace un peu sain pour avoir cette discussion-là, clairement, avec des prises de position sourcées, des données, etc., où le chiffre puisse rencontrer RTE de manière publique, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde s'exprime RTE s'exprime pas beaucoup déjà, et la plupart des acteurs s'expriment dans des espaces qui sont relativement confinés, chacun de son côté, pas forcément avec les mêmes données, donc on a du mal à. En gros, il faut faire un gros travail pour y voir clair. Et c'est dommage. Donc ça fait partie de l'enjeu démocratique. Enfin, une dernière chose, c'est ce qui revient beaucoup dans le débat sur Fuju aujourd'hui, pour Campus IA, parce que en fait, c'est l'opportunité juste qu'il y ait un débat, quoi. C'est de dire que c'est un problème qu'on soit en train de débattre localement d'un data center avec un tout petit périmètre des habitants qui sont autour, alors que l'enjeu, c'est la politique nationale en matière d'IA et d'infrastructure, et que c'est à ce sujet-là qu'aujourd'hui, vu les investissements et les enjeux climatiques qui sont associés, ça mériterait presque une convention citoyenne ou un autre dispositif de discussion, mais qui puisse associer des scientifiques et des expertises variées et des citoyens et citoyennes français pour qu'on s'améliore en termes de culture numérique et qu'on arrive à clarifier un peu tout ça. Voilà.
Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer cette séance qui s'ouvre sur des perspectives effectivement de clarification nécessaires. Donc, je remercie très chaleureusement les trois intervenants et je vous invite donc au prochain webinaire de TTI.5 qui aura lieu le 28 janvier à la même heure. Et là, on abordera les questions de gouvernance climatique et de justice climatique. Donc, on vous enverra les invitations très prochainement. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution et votre présence en ligne. Très bonne fin d'après-midi.